Popcorn Club numéro 14. Aujourd'hui, on vous parle de Evil Dead. Et donc pour parler de Evil Dead aujourd'hui, comme d'hab, en fait, on accueille la Dream Team, vous les connaissez. Dès qu'on parle de films d'horreur, on accueille Christophe Mavroudis. T'es un peu un spécialiste du genre, voilà. Je suis un genre de spécialiste, moi c'est ce que je préfère. Un genre de spécialiste, ça me fait bien. Ça me définit bien. Alors on reçoit aussi, comme d'habitude, Vladimir Delmotte. Généralement on le présente comme étant un des programmateurs du Ciné-Club Nickelodeon, mais là on est très content aujourd'hui de pouvoir dire que c'est aussi un travailleur des Grignoux. Ouais. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Grignoux, c'est une association qui gère le cinéma RSC de la ville de Liège. Et de Namur. Voilà. Je ne suis pas chargé de com, moi, des Grignoux, voilà, mais on a un autre chargé de com avec nous. Voilà, salut Vlad. Et alors voilà, en parlant de chargé de com, on reçoit aussi pour la première fois Marvin Decève. Marvin Decève, tu es donc chargé de com dans la vie, mais tu es surtout un vrai fanat de cinéma d'horreur et notamment des films dont on va parler aujourd'hui. Salut. Grave, oui, vraiment. Groovy. Alors, sachez que j'ai oublié le micro à la maison, donc on va se passer le micro avec Vincent, donc on ne pourra pas vraiment se couper la parole comme on le fait d'habitude. Mais ils font ça très bien. Mais on se passe, c'est ma faute, j'ai même oublié le popcorn pour le Popcorn Club, c'est magnifique. Alors, Evil Dead. Evil Dead, c'est une série de films d'horreur américains créés par Sam Raimi, avec d'abord une trilogie, la trilogie, puis il y a une comédie musicale, il y a un reboot du premier épisode, il y a une nouvelle suite, reboot, remake, je ne sais pas quoi, qui va sortir, dont on vous parlera un petit peu, et il y a une série télévisée. Mais avant de résumer le premier film, quelle est votre première expérience avec Evil Dead ? Je vais commencer par Marvin, parce que tu es notre petit nouveau. Yes, merci. Alors moi, ma première expérience, je pense que... Si je me souviens bien, je pense qu'elle est avant tout graphique, c'est-à-dire que, en fait, je me rappelle avoir vu pour la première fois l'affiche en fait d'Evil Dead dans un des numéros de Mad Movies, parce que j'étais un grand lecteur de Mad Movies à l'époque. Et alors le premier flash, je vais dire, ça a vraiment été cette affiche avec le décor un peu bleu ténébreux, avec cette main qui sort du sol, qui agrippe cette jeune demoiselle en détresse avec sa main vers le ciel. Donc, dans cette affiche, déjà, il y avait vraiment un espèce de premier choc, vraiment, un choc visuel, et de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce que c'est que cette main ? Où est-ce que ça entraîne cette jeune femme ? Où va-t-elle ? Et puis, je me souviens aussi qu'il y avait cette fameuse punchline de Stephen King sur l'affiche, qui disait que c'était un des films d'horreur les plus originaux de l'année, je pense, quand il est sorti, en tout cas sur l'affiche américaine. Donc, vraiment, le premier choc, ça a vraiment été ça, c'est vraiment l'affiche, et le visuel, la typo aussi, qui était quand même... assez particulière. Donc ouais, c'était vraiment ça pour moi le premier choc Evil Dead. Mamie. Yeah. Groovy. Vlad. On va le faire plusieurs fois. Moi, quelque part, c'est un peu semblable à Marvin, si ce n'est que, évidemment, c'est les vidéoclubs, comme à chaque fois, comme à chaque épisode, voilà. Mais que c'était un peu, justement, par rapport à l'affiche. Alors, moi, c'était l'affiche, l'affiche du DVD, avec le fond rouge de chez Canal+, que vous voyez à peu près tous, je crois. Mais du coup qui était un peu mon premier rapport au film de zombies, je crois, bien que c'est pas vraiment un film de zombies, mais voilà, on en reparlera si c'est nécessaire. Bien sûr. Mais voilà, ça avait été Vidéoclub simplement, et une grosse claque, voilà. Et toi, Christophe ? Voilà, je vais évoquer mes souvenirs d'adolescence. On va remonter loin. Je vais vous parler de l'été de mes presque 16 ans. Donc voilà. Mais un des premiers contacts, en fait, ça se fait aussi par le Mad Movies. Donc je connaissais déjà plus ou moins l'intrigue des Evil Dead, parce que même si moi à l'époque, quand j'étais jeune, j'étais pas fan de films d'horreur du tout, mais j'avais des potes qui adoraient ça, et on m'avait déjà un peu parlé de cette histoire d'une cabane hantée dont un des protagonistes était expédié dans le passé, et que ça se terminait sur une espèce de cliffhanger de fou avec tout ça, même si le terme cliffhanger n'était pas employé. Et en 93, je me rappelle l'édition d'Avoriaz de Stenal, le festival, il y avait énormément de suites de films cultes qui étaient en train de sortir, enfin de films qui allaient devenir cultes. Et entre autres, il y avait Hellraiser 3, il y avait Candyman qui arrivait, et il y avait L'Armée des Ténèbres qui était annoncée. Et c'était l'époque où moi, avec mes potes, donc moi j'allais sur mes 16 ans et tout ça, donc mes deux fidèles potes en matière d'horreur, et on lit cet article là-dessus, et on est chaud bouillant pour voir tous les films qui vont sortir. Et on veut absolument tous, comme c'est des numéros 3 et des trucs comme ça, on veut voir toute la série d'abord. Et donc, nous on se dit en préparation de la sortie d'Evil Dead 3, on se dit il faut absolument qu'on voit le 1 et le 2 avant.
Alors, on pensait que le film allait sortir en salle, tout le truc. Il a mis du temps, Evil Dead 3 avant d'arriver, après cette date-là. Mais donc, on a enchaîné le 1 et le 2 en une après-midi, quoi. On a fait ça. Et puis, le premier Evil Dead, c'était déjà super chouette. Mais je sais que personnellement, moi, il y a vraiment eu un très, très, très gros choc avec le 2. Je suis ressorti de là en voyant. J'étais absolument fou furieux. Et on avait réussi à capter la date de sortie d'Evil Dead 3 en VHS à l'époque. Et je me rappelle que la VHS était sortie avec une semaine de retard. Mais tous les jours, j'allais au vidéoclub pour trouver la VHS du film en disant quand est-ce qu'il vient, quand est-ce qu'il vient, quand est-ce qu'il vient, quand est-ce qu'il vient. Évidemment, quand le jour où il est arrivé, j'ai téléphoné au pote, il est là, faut qu'on le voit. C'était l'événement de la semaine, quoi. De l'année, qu'est-ce que je dis, moi, de la semaine. Oh, trop bien. Et pourtant, c'était le 3. Ça, c'est Oh, trop, allez. ouais. Et pourtant, il y a plein de choses super bien à dire sur le 3. Oui. On Oui. Non. Si. On en parlera après. Et toi, Vincent? Alors moi, ça n'a rien à voir avec le Cinoche en fait. C'est... Ouais, non, non, en fait, je remercie énormément Vlad d'avoir ramené en fait ce qui m'avait permis d'être mon premier contact en fait avec Evil Dead, en fait un jeu vidéo, mais un jeu vidéo auquel j'ai pas joué en fait. C'est donc le jeu vidéo sur PlayStation 2, Evil Dead: A Fistful of Boomstick, et je me souviens que moi en fait, j'étais pas un gros lecteur de Mad Movies quand j'étais jeune, j'étais un gros lecteur de presse vidéoludique en fait. Et voilà, je devais avoir 12 ans à ce moment-là, je ne sais plus dans quel magazine c'était, mais on parlait de ce jeu. Et moi, je vois des images du jeu, je vois des images de ce qui allait devenir la jaquette du jeu, et je vois qu'est-ce que c'est que ce mec avec sa chemise arrachée et une putain de tronçonneuse à la place de sa main. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Alors là, je découvre voilà, que c'est un film d'horreur. Et j'ai mis des années en fait à voir ce film parce que si j'ai autant intrigué que je pouvais l'être par cette jaquette, il faut quand même voir que quand tu as 12 ans et que tu veux jouer à des jeux vidéo, en fait, tu n'as pas beaucoup de moyens et tu dois faire des choix. Et ce choix-là, en fait, je ne l'avais pas fait, même s'il m'intriguait énormément. Et donc, des années après, moi, je découvre Spider-Man au cinéma et c'est dans la continuité en fait, de Spider-Man que je me dis, mais en fait, j'ai envie de découvrir ce qu'a fait ce gars-là. Et c'est là seulement que je me suis dit, ah, mais tiens, en fait, il vient du cinoche d'horreur. Et en fait, j'en savais rien, tu vois. Et c'est là que j'ai découvert en fait Evil Dead et je me suis fait les 3 d'affilée parce que c'était comme une drogue. Hein. J'ai commencé le premier et là, je me suis dit, surtout à la fin du premier, où tu te dis, mais non, là, il faut que ce soit un enchaînement. C'est un peu comme toi lorsque tu as voulu en fait découvrir le 3 où tu t'es dit, non, il faut qu'il y ait cette continuité, tu vois. Et je pense que c'est une bonne façon, en fait, mais on y reviendra, de découvrir ces films-là. Mais c'est pas plus mal que t'aies pas fait le jeu entre nous, mais c'est purement personnel. Mais en même temps, ça montre à quel point Ash William est devenu un personnage iconique de la pop culture à partir du moment où on lui Bien consacre sûr. un jeu vidéo. Vous le dites beaucoup mieux que moi, Evil Dead. Moi, je dis vraiment à la française Evil Dead. Comme Mais- dans la bande-annonce. Evil Dead. Moi, je l'ai découvert en after. J'avais 15 ou 16 ans, on était sortis je ne sais pas où, et alors tous mes amis dormaient. Et moi, j'étais incapable de dormir passer 8 h du matin, donc vu qu'on rentrait à 7 h30, je ne dormais jamais. Et je me suis enfilé Brain Dead et Evil Dead Très bonne toute soirée seule finalement. en after. Chouette. Mais comme je ne buvais pas, j'étais tout à fait fraîche pour regarder ces films. Et je me suis pris une fameuse claque, mais j'ai vu le 2 en fait. C'était le 2 que j'ai découvert à ce moment-là. Et j'ai vu le premier bien des années plus tard. Et le 3 vraiment très récemment. Enfin récemment, un peu plus récemment. Que j'ai détesté. Donc je suis reviendra. désolée. Mais j'aime pas les trucs médiévaux. Mais on en parlera après. mais en tout cas, pour moi, c'est le 2 était ma claque de 15 ans. Quoi. C'était Brain Dead et Evil Dead le même jour. C'était assez phénoménal. Bah, surtout que nous, effectivement, quand je les ai tous découverts, c'était dans la même foulée parce que le Bien Brain sûr, Dead ouais. est sorti en 93 aussi, donc je parlais du fameux numéro de Mad Movies. En fait, Brain Dead était à l'affiche aussi de celui-là. Donc, mais c'est vrai que le 2, je pense, était vraiment le. Mais je pense que c'est pas pour rien que le 2 marque parce qu'en fait, on en parlera peut-être un peu. En réalité, c'est quasiment un film qui a été refait 3 fois. Evil Dead 2, en réalité. On en reparlera, on en reparlera. Ouais. On va commencer par le premier film qui est donc sorti en 1981 où Bruce Campbell est tout beau, tout propre. Je vais vous parler beaucoup de Bruce Campbell qui est de plus en plus beau, plus il vieillit, plus il est beau. Le tournage devait durer 6 semaines, il s'est déroulé en 12 semaines. Ça, je ne le savais pas, je l'ai lu. Marvin, est-ce que tu pourrais nous résumer le premier film? Si je ne me trompe pas, tu résumes le premier, c'est ça qu'on a convenu. Oui, c'est bien ce qu'on avait parfait, convenu. vas-y Ouais, Marvin. J'ai le début de la conduite en tête. Vas-y. Alors, comment ça se passe Parce Evil qu'on a Dead une conduite. Hein. Oui, on a une conduite, on est bien préparé. Alors, comment ça se passe? En fait, c'est l'histoire de 5 jeunes qui vont passer un petit week-end, ça va pas, dans une petite cabane isolée. Classique. Classique, voilà. Une cabane qui n'est accessible évidemment que par un seul chemin, un pont qui manque de s'effondrer dès le départ, donc c'est très très rassurant. Bon, voilà. Ils sont bien chauds, donc ils arrivent dans la cabane et alors qu'ils s'attendent à passer un week-end très cosy,
très sympathique, en fait, il La déploie, merde. il déploie les forces ténébreuses suite à la découverte dans la cave donc de cette même cabane d'un magnétophone et d'un livre, le fameux livre des morts, donc écrit à l'aide de sang humain et relié en peau humaine. Et du coup, voilà, l'enfer se déchaîne pendant 85 minutes, je crois. Je pense que ça dure 85 minutes. Et voilà, c'est vraiment un festival de gore et de rire aussi, parce qu'il y a vraiment un côté très clairement subversif tout au long du film. Même déjà le premier, on rigole beaucoup. Oui, on rigole déjà beaucoup, oui. Parce que les effets, autant au niveau des effets qu'au niveau des réactions des personnages, il y a aussi des petites scénettes comme ça, notamment quand Ash présente le collier, notamment à sa nana. Il y a un espèce de petit jeu de regard complètement lourdague, mais vraiment super drôle. Et voilà, c'est vraiment un festival de tout, voilà, de tout ce qu'on peut trouver de mieux ou de pire dans le cinéma d'horreur. Mieux Voilà. de pire, c'est un peu ça. Oui, C'est surtout beaucoup de mieux. oui, beaucoup de non, mieux. mais alors, pire, c'est oui, pas là, péjoratif. ouais, hein, ouais. mais- Voilà, ouais. Moi, je sais que quelque chose qui a été important pour moi, en tant aussi qu'aspirant réalisateur, plus jeune et tout le truc, c'est qu'il y a quelque chose de super important avec Evil Dead, c'est que c'est fondamentalement un film hyper artisanal. Donc, Sam Raimi, lui, il a passé sa vie loin d'Hollywood, en fait, même s'il a appris le cinéma dans une école de cinéma et différentes choses. Mais lorsqu'il se lance dans Evil Dead, tout à l'heure, Marvin, tu parlais du fait qu'il y avait un côté comique, mais en fait, Raimi, c'est pas un fan d'horreur. Hein. Oui, c'est ça. En fait, Ouais. ce que je voulais amener, c'est que Sam Raimi, peut-être un truc qui est peut-être important de contextualiser, enfin deux choses importantes à contextualiser avant de vraiment rentrer en plein dans le premier Evil Dead, c'est que déjà c'est un enfant de la pop culture, en fait, Sam Raimi. Il y a deux choses. C'est déjà, je crois qu'il grandit beaucoup avec la télévision et certaines rediffusions de vieux classiques, mais plutôt des classiques de la comédie, notamment les Three Stooges. Enfin, voilà, j'espère, voilà, j'essaie de Les dire Trois Stooges. les Trois Stooges, voilà, c'est ça. Et également une grosse culture comic book qui lui vient d'un frère décédé, qui d'ailleurs, voilà pour la petite anecdote, le décès de ce frère lorsqu'il était le frère aîné, donc quand il était plus jeune, a fort soudé la fratrie dans laquelle il évoluait, et c'est une des raisons pour lesquelles, si vous êtes un peu attentif, vous le savez, on voit énormément ses frères dans ses films, il participe énormément au film avec Sam Raimi. Et donc, comme voilà, tu commençais à l'évoquer, en fait, Sam Raimi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la comédie, mais au moment où il veut commencer à faire des films, parce que c'est un passionné de cinéma, donc c'est le début des années 80, ce qui marche, ce qui est en vogue dans le cinéma d'exploitation, et là je te repasse la main, en fait, c'est pas la comédie, c'est le cinéma d'horreur. Oui, tout à fait. C'est important de dire quand tu parles de cinéma d'exploitation, c'est-à-dire que à le créneau de l'horreur à cette époque-là, en fait, on fait des films d'horreur avec peu de moyens et tout truc, parce qu'on se dit aux États-Unis que c'est toujours un moyen d'arriver soit dans les drive-in, soit dans les salles de cinéma comme celle de la 42e rue. Donc il y a moyen d'exploiter des films d'horreur. C'est pas pour rien qu'énormément de réalisateurs de l'époque, que ce soit Carpenter, Cronenberg ou Toby Hooper, font des films d'épouvante. C'est parce qu'il y a un marché du cinéma d'exploitation. Là, t'as Et- une anecdote sur Toby Hooper. Pardon. J'y pensais même pas pour cette Il paraît fois-ci. qu'il a fait Pardon. pipi à côté de Ouais. pipi. Ce sera pour le Peut-être Toby prochain. Hooper. Pardon. Et donc, en fait, c'est vraiment un créneau qui peut permettre à quelqu'un qui a certaines ambitions de s'installer en fait dans le paysage. Et après, il y a une envie déjà de faire des films chez Rémi qui est assez compulsive. Et très vite, en fait, il commence à faire des courts métrages et notamment, il fait Within avec the son Woods. Within the équipe Woods. et Bruce Campbell Within the Woods, qui est un court métrage de 30 minutes qui fondamentalement, c'est déjà l'histoire d'Evil Dead. T'as déjà ce truc de C'est la caméra, première hein, fois où il fait cette histoire-là en fait. C'est avec cette histoire qu'il a essayé de réunir les fonds pour le film. Oui, tout à d'ailleurs. fait. Ça a servi de banc d'essai pour réunir les fonds. C'est-à-dire que, enfin, il y a Vous des l'avez vu, anecdotes. d'ailleurs Il les a. Within the Woods, c'est Ouais. pas très bon. Hein. Alors, Ouais. moi, les versions que j'ai vues, alors c'est sur internet, comme tout le monde, j'imagine, un truc pixelisé à mort, dégueulasse. Alors, je sais pas si c'était déjà comme ça à l'époque, j'imagine que non, mais c'est dur, c'est très dur à regarder. Ouais. C'est très dur à regarder. Mais tu vois déjà qu'il y a des bases, quoi, vraiment Ouais. fondamentalement. Et Et- notamment ces mouvements de caméra, il y a déjà la shaky caméra. dont Ouais, on ouais, parlait. ouais, C'est un déjà tout petit dedans peu, Oui. mais Ah, ok. vraiment à peine, quoi. D'accord. Et il y a déjà Bruce Campbell en fait, mais là Ouais. qui joue une créature Deadites en fait, qui, est, Ah, voilà. qui fait un des méchants. Et en fait, pour l'anecdote, il l'a pris parce que Moi, parmi j'ai le tous droit ses de le potes, faire c'était et vous celui pas, qui avait c'est la ça qui est plus belle génial. gueule en fait. C'est très clairement ça. C'était vraiment la tout belle gueule qui a fait qu'il s'est retrouvé au casting de Within the Woods et puis ensuite d'Evil Dead. Donc pour Evil Dead, en fait, il va collecter de l'argent chez des médecins, il va trouver des investisseurs un petit peu partout. Et en fait, à la base, il préférerait faire de la comédie, mais on lui dit non, fais de l'horreur. Faut que ça gicle à l'écran, quoi. Faut couvre l'écran de rouge. Et d'ailleurs, il va le faire texto dans le film. Il va vraiment reprendre cette anecdote-là. Et par contre, le film, il va
tout en sachant qu'il y a des possibilités de le diffuser, il va complètement le bricoler. C'est-à-dire qu'il va le faire avec Robert Tappert, il va le produire avec Robert Tappert, qui suivra Rémi pendant toute une bonne partie de sa carrière. Mais en fait, eux, produire un film, ils savent pas, dans le sens professionnel, ils savent pas comment le faire. Donc, du coup, ils vont tourner Evil Dead dans des conditions absolument folles. Et quand je disais que Rémi a inspiré tous les apprentis cinéastes et même va inspirer quelqu'un comme Jackson et tout le truc, c'est qu'il va tellement... C'est un super film de potes artisanal. Alors, mais par contre tourné dans des conditions cataclysmiques, c'est-à-dire qu'il découvre tout. Le Tom Sullivan qui fait les maquillages n'a jamais fait de maquillage C'est pour ça d'abord. que ça a duré plus longtemps que prévu. Hein. Et c'est peut-être ça aussi qui leur donne une espèce de folie créative totale, où on sent en même temps qu'après Within the Woods, Sam Raimi a certainement pas mal réfléchi à ce qu'il pouvait mettre en scène dans son film, et en même temps on voit qu'à un moment donné il se lâche la bride complètement. Et si cet été on faisait un film d'horreur comme ça, dégueulasse, ça vous dit pas? Si on est prêt à le terminer dans 12 mois. Tu rigoles, mais je crois que c'est typiquement le film. Quand tu le découvres, soit tu te le prends comme ça, simplement d'un point de vue divertissement, mais quand tu vois comment il a été fait, effectivement, en regardant le commentaire audio, making-of, etc., effectivement, il y a ce côté ultra bordélique, mais comme tu as cité Jackson, il y a Edgar Wright actuellement aussi qui a voulu faire du cinéma via ça, en fait, parce que il voit Sam Raimi qui a fait à 20-21 ans Evil Dead, je sais plus trop l'âge qu'il avait exactement, avec 3 bouts de ficelle, $350,000 en poche, c'est beaucoup, mais c'est rien pour faire un Bien film. Sûr. Et tu te dis, ça peut que te galvaniser si tu as un désir de cinéma, je trouve, le premier Evil Dead. Oui, tout le monde se dit, avec mes potes, je vais faire un film d'horreur. Alors si dans nos auditeurs, vous avez $350,000 à nous passer, on pourra faire un film d'horreur cet été. C'est aussi, je vais faire un pont vers le podcast sur Halloween. Halloween a aussi pas mal inspiré cette idée de faire des films à petit budget qui peuvent en même temps vraiment cartonner, avec une capacité à utiliser, à exploiter un décor et des idées de cinéma très très fortes, parce que autant quand on avait parlé de Vendredi 13, c'était difficile de parler de réalisation, autant quand on parle de Sam Raimi, là on peut vraiment dire que c'est le propre du truc, mais il y a déjà son côté très cartoonesque en fait. Il cherche pas une horreur réaliste, Raimi, là-dessus, et on peut voir déjà à quel point il adore utiliser Bruce Campbell et le personnage de Ash comme une espèce de punching ball total, qui d'ailleurs a pas spécialement beaucoup d'identité dans le premier film. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ash fondamentalement, c'est pas, tu sais même pas qui c'est en réalité dans le film. Ah oui, tout à fait. Il y a aussi beaucoup de références. C'est dans la cave, il y a l'affiche de la colline à des yeux aussi. Oui. Ils se font des clins d'œil après Wes Craven. Comme bien ça. sûr. Déjà, la référence au Necronomicon est une référence à Lovecraft, alors que le film n'est pas Lovecraftien du tout. Exactement. Non, absolument pas. Vous vous rappelez que j'avais fait une pizza Necronomicon, il fallait que je le place quand même. Magnifique. J'ai jamais entendu parler, mais... C'est vrai? Je te jure. J'ai diffusé Evil Dead au ciné-club liégeois pour ceux qui ne connaissent pas, et j'avais fait une pizza Necronomicon. Ah si, tu m'avais montré. Alors, je pensais que c'était le nom d'un film en fait. Je me suis dit, c'est pour ça que je te disais, je connais pas, mais. La pizza Necronomicon, le film que nous tournerons cet été avec vos $350,000. Les gens l'attendent maintenant. Hein. Oui, je pense qu'avec un pitch pareil, je serais quand même étonné que Fabrice Dubois soit il n'y a pas encore de pitch, tu remarqueras. Encore un petit mot sur le premier quand même, allons-y. Il y a moyen d'en parler. J'imagine on que peut en parler 100 ans. Mais oui, je vais laisser les autres en parler aussi peut-être. Sinon, je peux vous dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le premier film? Oui, moi j'ai lu que les maquillages, ça avait été le bordel effectivement. Et notamment au niveau du placement des lentilles pour les acteurs, parce qu'à l'époque on n'avait pas du tout les lentilles souples qu'on vient juste appliquer sur l'iris. C'était des lentilles très très raides et qui prenaient complètement tout l'œil des acteurs, et c'était horrible parce qu'ils ne voyaient rien. Je pense qu'ils pouvaient les garder que 15 minutes. 5 fois par jour maximum. Sauf qu'il les gardait beaucoup plus longtemps. C'est ça. Oui, tout comme le maquillage, parce que j'ai lu que Tom Sullivan avait utilisé de la peinture acrylique. Il était bien marqué sur les tubes, ne pas mettre sur de la peau humaine, et pourtant il y est quand même allé. Il moulait les masques, mais avec du plâtre, mais sans dire qu'il fallait mettre de la vaseline sur le visage et tout le truc. Donc du coup après il devait découper au cutter les sourcils des acteurs pour pouvoir enlever les. Donc en fait on est vraiment dans une espèce de truc complètement rock'n'roll là-dessus. Il y a un côté foutraque dans les maquillages, mais qui moi justement marche super bien. Ça donne un caractère au film. Clairement. Un caractère très réaliste. L'anecdote papier mâché. Et il faut savoir en même temps qu'en plus la cabane, ils n'avaient pas l'eau courante, ils n'avaient rien du tout. Donc en fait même les lentilles, normalement tu es supposé les nettoyer. Et ce que j'ai entendu en fait, c'est qu'ils les nettoyaient, mais ils n'avaient pas l'eau courante, donc ils les nettoyaient avec le café froid. Oh non. Tu te les mettais dans les yeux après. Non mais c'est tellement bordel, apparemment même pour ce qui est des scènes dans la cave, c'est des trucs qu'ils allaient filmer dans la cave de chez Robert Tapper ou dans la maison des parents de Sam Raimi, enfin un truc que tu te dis
mais et qu'en même temps, on revient sur ce truc de désir de cinéma par rapport à. En fait, oui, tu pourrais te dire c'est pas compliqué de faire un film. Je fais le mouvement guillemets de mes doigts. Mais non, mais c'est assez fou quand tu vois tout ce qu'ils ont fait. Tu parlais des lentilles, etc. T'as aussi ce truc par rapport aux personnages qui doivent pleurer. Ils ont dit on n'avait pas assez pour payer de quoi faire pleurer des larmes artificielles. Voilà. Mm. Donc du coup, faisons-leur couper des oignons, voilà, par exemple. Et c'est comme ça qu'ils faisaient. Tu te dis mais c'est hallucinant tout le savoir-faire, toutes les improvisations et qui donne finalement un truc qui marche super bien, quoi. Et c'est vrai qu'après ils ont dû aménager constamment le tournage, parce qu'effectivement la cabane, comme tu as dit, la cave, c'était pas la cave évidemment de la cabane d'origine, donc c'est une pure construction en la matière, mais ils ont étalé le tournage, parce que Sam Raimi après est devenu vraiment un habitué des tournages super longs. Tous ces films vont mettre énormément de temps à être tournés, et en même temps il trouve une forme d'énergie là-dedans qui est absolument folle, parce que quand on va notamment citer des shaky cam, il faut imaginer en plus, tu mets une caméra sur une mobilette et tu fonces à travers une cabane, à travers les bois et tout le machin, jusqu'à aller à foncer dans la gueule de ton acteur principal, Bruce Campbell. Il fallait l'accepter, quoi. Je sais pas, imaginez dire un peu à un comédien, en fait là tu vois le mec qui part avec sa mobilette, il va te foncer dessus, et au moment où il arrive vraiment près de toi, tu te retournes et tu hurles. Faut quand même donner du faut quand même vouloir le faire. Et je pense qu'en même temps, cette espèce de côté complètement foutraque de tourner ça en tant que jeune adulte, en se disant on va tout mettre là-dedans, de toute façon nous on s'en fout, on prend tous les risques, on fait pas gaffe du tout à la sécurité, mais ça a permis, je pense aussi, qu'ils se démarquent et qu'ils prennent énormément de liberté, même par rapport au code du film d'horreur, et donc justement même dans la réalisation, de faire des choses que personne ne recommandait en fait. Il y a une anecdote que j'ai entendue, comme quoi un des profs de cinéma de Sam Raimi, quand il a vu le film, il était dépité, parce que Sam Raimi voulait rendre la caméra super visible en fait. Alors qu'il y a vraiment un code dans le cinéma hollywoodien, c'est de dire la réalisation, tu dois pas la sentir. Un réalisateur comme Carpenter, il est très là-dedans. Raimi, il arrête pas de te montrer que la caméra elle est partout. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui marque et qui donne envie de faire des films aussi. C'est parce que tu vois, putain, c'est débulé, c'est trop cool. Waouh, ça part dans tous les sens. Ça donne envie de faire des films en fait, Evil Dead. En plus, au-delà de, et c'est d'ailleurs quand j'ai revu le film ici pour le podcast, ce qui m'a frappé, c'est d'un autre côté de voir que en même temps, on aurait tendance à se dire qu'à l'époque, Raimi voulait faire n'importe quoi de sa caméra et en profiter, mais en fait, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en fait, il y a un crescendo vraiment dans les effets. C'est vraiment, alors. Il commence à placer ses effets de débulé et tout le truc dès le début du film. Très tôt, il passe une intensité là-dessus. Il est assez généreux en la matière. Mais le festival de mise en scène, c'est vraiment quand Ash est à la fin tout seul pendant les 10-15 minutes, où là, d'un coup, alors déjà, quand tu avais porté le niveau assez haut, notamment quand même avec une scène de viol végétal, qui est une des seules scènes que Raimi regrette d'ailleurs aujourd'hui, qui est quand même assez... Il faut la voir. Même maintenant, tu la revois, tu dis « Oh !» Oh, attends, la branche là, oh. Oui, cette dernière branche, d'accord, ça fait mal. Mais le dernier quart d'heure, quand je le revois, je me dis, mais c'est des fous furieux, quoi. T'as l'impression que Sam Raimi a cherché toutes les possibilités d'angle dans sa. Qui s'est dit, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait? Et qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire, quoi. Ce qui était d'ailleurs une toute petite cabane, oui, comme tu disais, hein, qui est complètement vétuste, et je trouve que ça se sent pas du tout. Quand tu regardes le premier Evil Dead, t'as pas cette impression de vétusté extrême. Enfin si, parce qu'il faut que ce soit un peu glauque. Donc cet aspect-là aide, mais en termes d'espace, j'ai toujours trouvé qu'il y avait cette sensation d'avoir plein de place dans cette et surtout tu n'arrives pas à la cartographier. Non, ouais, ça il exploite très bien l'espace aussi, hein, justement par rapport à ça. Mais tu dis, je vais rebondir. Vas-y, Merci. rebondis. J'ai oublié. Oui, mais tu parlais justement de la fin d'Evil Dead, où tu as justement ce truc, moi qui m'avait marqué par rapport au dernier visionnage que j'ai eu juste avant le podcast, où effectivement le moment où Ash se retrouve tout seul et devient le personnage principal, parce que d'ailleurs avant il n'y a rien qui te fait comprendre que ça va être le personnage principal, mais qu'il n'y a pas un seul plan qui est simple, qui est droit. Et c'est là que tu vois, alors c'est facile de dire oui, une idée par plan, c'est facile de dire ça dans tous les films du monde, etc. Mais là tu vois ce souci un peu de vouloir, ok, comment est-ce qu'on va faire ça? Ça peut sembler ultra banal de dire ça, mais ça transpire dans Evil Dead, ça transpire vraiment cette envie de cinéma, cette envie de faire les choses bien, avec les moyens du bord évidemment, et que tu as une espèce d'ensemble qui... comment expliquer? En fait, tu peux percevoir plein de défauts, je trouve, dans Evil Dead, mais même dans les suites, mais même si dans le 2. Le 2 à part, mais je veux dire, tu peux percevoir les défauts, mais en fait, j'arrive pas à m'empêcher, dès que je le revois, je trouve que ça
ça match tellement bien dans l'ensemble tous ces petits problèmes qui font partie du produit final en fait. C'est un peu de l'ordre de l'indescriptible comme ça, donc que j'essaie de te décrire, ce qui n'a pas de sens vu que c'est indescriptible. Oui. Mais C'est voilà. très Necronomicon, là, c'est Voilà, le côté c'est, Lovecraftien de ce podcast, en Mais fait. il y a une intelligence dans sa façon de faire le film, parce que tu vois qu'il s'y connaît, tu vois qu'il a assez bouffé du film que pour déconstruire les manières de faire, en fait. Oui. Tu vois. Oui. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est désolé, c'est parce que j'ai pas envie non plus de monopoliser l'espace, surtout que Marvin vient ici la première fois. Ouais. Non, bah, effectivement, mais déjà en fait, et c'est peut-être une de ses originalités, il prend un postulat qui en même temps pourrait servir de base à un postulat de slasher, ce qui Evil Dead n'est en aucun cas. Notamment, on a une bande de jeunes qui arrivent dans un truc, mais déjà très vite, il casse un certain nombre de codes là-dedans. Et le premier en fait des codes qui brise en fait par rapport même au slasher ou au film d'horreur, c'est qu'en fait on n'a pas de final girl. Oui. Ouais. On a un final man boy. en fait. On a un final boy. C'est Ash, on a un final boy qui en fait c'était rarissime à l'époque. Et qu'on ne l'identifie pas dès le début, alors que en général. Tout à fait. ça se voit Ouais. très vite, C'est vrai quoi. qu'au début, C'est tu sais clair, pas forcément ouais. dire qui est le Ouais. personnage principal dedans, comment ça va. Donc là, il y a vraiment une incertitude dans le body count qui s'installe. Et je pense qu'il y a aussi vraiment quelque chose chez lui. Il a un sens de la progression et du rythme. De ce qui peut fonctionner et à un moment donné de comment retenir un petit peu ses effets alors qu'il est capable de pousser l'intensité très vite, quoi, très très haut, mais tu sens bien dans le premier qu'à un moment donné il y a une manière de se dire je vais quand même m'économiser à certains moments pour aller vers d'autres et le créneau, alors qu'à la base Evil Dead, c'est ça qui est, quand je vois la première affiche du film, ben, en fait, tu vois que c'est un film d'exploitation à plein nez. Et Ça quand on sent, parle hein. du fait que. Oui, et notamment, moi, je me rappelle de l'affiche VHS, on va reparler des VHS, où tu voyais Ash qui tenait sa tronçonneuse, il y avait 2 mains de squelette à l'avant-plan, Oui, et tu avais et tout. Ash qui protégeait une fille en nuisette. T'as l'impression que t'es dans un cimetière. C'est purement de l'exploitation. Tu vois ça, en fait, ça distingue pas forcément Evil Dead de n'importe quel autre film de série B ou Z qui sort à ce moment-là. Quoi. Et je me rends compte que depuis tout à l'heure, là, ça fait maintenant, je crois, 20 minutes qu'on est en train d'en parler. En fait, on s'attarde énormément sur l'aspect formel en fait du Evil Dead, et je pense que c'est pas un hasard. C'est parce que vraiment Evil Dead, si tu commences à t'attarder sur son aspect narratif, il y a énormément de défauts, mais que tu ne vois pas. Tu ne peux pas les voir parce que c'est pas ça le film. Bah, C'est pas ça. Parce que souvent, moi, j'essaye de concept. Si tu prends le temps de te demander comment fonctionne cette entité démoniaque, il y a plein de choses qui fonctionnent pas. J'ai cette sensation que à la fois ils ont peur de quelque chose qu'on peut pas voir, et en même temps aussi la règle de qui donc voilà, cette entité démoniaque occupe des corps, hein, voilà, donc prend possession. Et j'arrive jamais à comprendre ce qui fait que logiquement il va prendre possession de telle personne plutôt qu'une autre. Quel est le comportement qui fait que ça va être lui ou elle? Ça, j'ai jamais réussi à le comprendre. Et en fait, quand tu regardes le 1 et le 2 aussi, littéralement tu t'en fous. T'en as vraiment rien à foutre de ça. Il y a quelque chose qui est super intuitif et même un truc moi que j'ai jamais résolu et pourtant ça m'a jamais posé de problème pour rentrer dans le film, c'est que visiblement la présence qu'il est pourchasse, donc cette shaky cam et tout le truc, il la voit. Mais parce qu'ils la sentent, ils arrivent à courir, ils arrivent à la fuir. Mais tu sais jamais ce que c'est. Ouais. À l'exception, on la visualise à la fin du 2, mais t'as pas l'impression. C'est parce qu'ils disent, ils font une incantation dans le 2 qui l'incarne et qui la montre. Mais sinon, le reste du temps, qu'est-ce qu'ils les pourchassent? Comment est-ce qu'ils le savent? Mais t'as pas le besoin spécialement de la voir aussi. Je trouve que en tant que spectateur, tu l'acceptes assez vite que tu vas pas voir et tu t'attends pas même à voir la chose qui est derrière la caméra en l'occurrence. Et ça fonctionne tellement bien. Et tu parlais par rapport justement à toutes ces choses que oui, on n'est pas là pour avoir un grand scénario ou quoi. Et alors peut-être pour l'époque, je sais pas s'il y avait déjà eu des films de Cabane dans les bois, etc. Maintenant, je pense que même pour l'époque, ça devait être un film au niveau du scénario très classique, et il le sait, et il s'en fout parce qu'il n'est pas là pour ça. Mais que niveau des codes que le film installe, alors ça, on en parlera peut-être dans les suites, mais c'est assez fou comme Evil Dead réussit à respecter ses propres codes. Même jusque dans le 3, Caroline n'en sera pas d'accord, mais on en parlera plus tard. Mais je trouve que vraiment, c'est un truc qui réussit, même dans les suites, tu vois qu'il a conscience de son propre univers, en fait, de comment il fonctionne, que parfois il y a beaucoup d'incohérences, mais qu'en fait les incohérences font partie de l'univers d'Evil Dead de manière assez importante, je trouve. Oui, et puis il soulève déjà, on disait qu'il était fan de pop culture, en fait quand tu vois le film, même l'utilisation de la tronçonneuse, ça se réfère
immédiatement un massacre à la tronçonneuse, mais en fait il est déjà même dans le premier, il y a déjà une tronçonneuse, et même sur l'affiche on voit le jeu de la tronçonneuse sur le truc. Donc tu sens bien qu'à ce moment-là on flatte vraiment le fan d'horreur là-dessus, et c'est vrai que ça va très clairement se développer encore avec le second, où là il va vraiment y avoir tout un travail d'iconisation horrifique autour de Ash, qui va devenir vraiment un personnage très, très pulp, très comic book, ce qui n'est pas du tout dans le premier. Justement, on va passer aux deux, sauf si vous avez encore un petit mot à dire sur le premier. Peut-être une dernière chose. Vas-y. Je t'en prie. Peut-être une Allez-y, petite dernière allez-y. chose quand même par rapport à ça. Alors moi c'est plutôt une question générale déjà, mais ça a été un succès direct parce que moi j'ai lu que ça avait été un succès, bon pas critique mais public, commercial, mais que ça a surtout été un succès de vidéoclub par la suite. Ça a été- Il me semble que oui, c'était ça a plutôt, été même c'était un plutôt des circuits énorme- alternatifs. oui, oui. En fait, c'est même aux États-Unis, qu'est-ce que je dis ? En Angleterre, on considère que c'est Evil Dead qui a lancé le marché de la VHS. C'est-à-dire que le film, il y a des anecdotes qui relatent que Rémi, en fait, le distributeur d'Evil Dead, si je me trompe pas, est le même que celui de Creepshow, Ok. et que c'est entre autres ce distributeur qui a fait en sorte que Stephen King puisse s'intéresser au film et qu'il y ait cette fameuse tagline, c'est le film d'horreur le plus original que j'ai vu de ces 10 dernières années, qui à l'époque était l'a vraiment propulsé, garant que les gens allaient s'intéresser à ça. Il y a des anecdotes comme quoi Sam Raimi est arrivé au Festival de Cannes au marché du film pour vendre Evil Dead en 80 ou 81, et où en fait il était perdu, il se baladait avec des bobines du film dans son sac parce que Mais il a il rencontré savait pas Romero où aller. là-bas, c'est quand Oui, même pas oui, rien. voilà, c'est ça. Peut-être Mais, qu'il a fait pipi à côté d'ailleurs. C'est vraiment. Je pense- il s'en vante encore aujourd'hui. Et en fait, le film, c'est vraiment la VHS qui lui a ouvert la voie du succès en fait. Et en Angleterre, à l'époque, donc quand il est sorti en VHS, il y a eu les chiffres dans le dernier Capture Mag consacré à Rémi. Il y a eu 50 000 VHS d'Evil Dead qui ont été achetés, donc pas les VHS de vidéoclub loués. Et apparemment, c'était aussi la VHS la plus volée dans tous les vidéoclubs. Donc, en fait, ça a été un succès colossal et ça a ouvert vraiment toute une manière de distribuer les films d'horreur. On n'arrête pas de parler de VHS chaque fois qu'on parle de ces vieilles franchises-là. Je crois que c'est pas pour rien. Et c'est aussi des films qui, en fait, quand ils n'ont pas marché en salle, ils ont eu ensuite souvent une grande vie dans les vidéoclubs. Ouais. Peut-être dernier point, cela dit, est-ce que vous savez, il y a quelqu'un de très connu qui a travaillé au montage d'Evil Dead, à mon avis, toi tu sais qui c'est? Vincent veut le micro. Dis-toi, les auditeurs Oui, peuvent savoir je qui sais, je mais vise, Marvin, non, je ne sais Non, pas. je t'en Je le prie, dis, je donc t'en c'est, prie. oui, il y a des frères Cohen, c'est Ouais, Joel exactement, Cohen, Cohen, ouais. effectivement. Donc je crois qu'il se lançait, je pense qu'il était seulement assistant monteur Ouais, c'était d'ailleurs. avec Ouais, Coco, tout à c'était fait, vraiment tout à son fait. C'est premier ça, taf, et donc c'était vraiment tout premier taf, Je effectivement. pense qu'à l'époque, ils partageaient un appartement ou un truc comme ça. Enfin voilà, ils étaient très étaient proches. potes, Et d'ailleurs, les frères Cohen ont toujours un énorme respect pour Sam Raimi. Je pense qu'il y Ils en ont a écrit d'entre Mort eux- sur le Green, je crois. d'ailleurs. Oui, ils ont travaillé sur Mort sur le Grill. Et puis le grand saut de Sucker Proxy aussi, Sam Raimi était impliqué dans l'écriture au tout début. Et je pense que c'est un des frères Cohen qui disait en fait, tout le monde sait que Sam Raimi est un génie, sauf lui. Ah oui, C'est oui. Vincent oublie que je n'ai pas de micro, mais c'est ma faute, donc c'est pas grave. On va passer à Evil Dead 2, Evil Dead 2, Joli. qui est sorti lui en 1987. Alors je me rends compte que j'ai préparé genre un genre de pâté, mais on va plutôt interagir ensemble. L'idée de faire une suite, elle a été évoquée dès le premier film. Le producteur Irving Shapiro a poussé Sam Raimi à y penser assez vite, mais il y a tout un méli-mélo de oui, non. Est-ce qu'un de vous a envie peut-être de parler à ma place, car ce sont vous, nos invités? Sinon, je vous balance ma tartine, mais je suis certaine que vous pouvez le faire. Il y a beaucoup de choses à dire, encore une fois aussi. Allez, Fais ta C'est- tartine, j'ai faim. Le premier concept en fait pour Evil Dead 2 à la base, c'est Evil Dead 3. Ah oui, C'était c'est ça. Voilà. Medieval Dead, c'était Medieval Dead, c'était ce qu'ils voulaient faire donc là-dessus. Et je sais pas après ils ont même lancé la campagne promotionnelle Ouais, et tout pour ouais. le film. parce que je sais que Rémi a eu beaucoup de difficultés avec son deuxième film, donc Mort sur le Grill, Morceau écrit. où là il traduisait déjà son amour du cartoon, du slapstick et de la comédie burlesque, mais le film n'a pas fonctionné. C'était un peu comme Cactus Jack en fait, c'est une tentative de faire du Tex Avery, du Tex Avery live, mais avec On adore certainement une Cactus autre, Jack une autre au Bottom virtuosité. Mais par contre, après, je ne connais pas tous les détails des déboires, mais le film a été finalement assez vite produit à partir du moment où Dino De Laurentiis est arrivé. Et vous savez pourquoi? Qui a poussé Dino De Laurentiis à le produire?
Je sais que Fellini avait adoré le premier Evil Dead. Stephen King. À fond. Stephen King qui a poussé ok. Dino. Ouais, Ok. ouais. Dino, c'est mon pote Dino. Et Fellini disait que ce Evil Dead, quand il l'a vu, était un des meilleurs films de ces 10 dernières années. qu'il Le, avait grand, vu. le grand dingue, ça. écart, autrement. Ouais, complètement. Tout à fait. Alors, Mais moi, Dino ça, je De savais pas du Laurentiis, tout, voilà, mais- c'est le truc. Mais J'avais lu que c'est lors d'un dîner que Sam Raimi a parlé à Stephen King et Stephen King Ouais. a été poussé un peu Il y a- au cul pour qu'on Dans- soit produit. Quoi. Dans le Mad Movies qui relatait l'arrivée d'Evil Dead 2, il y avait une anecdote que Sam Raimi disait comme quoi Dino De Laurentiis lui avait téléphoné. Je sais pas la traduction française, c'est la seule chose que je peux vous donner. Où il comprenait pas l'accent de Dino De Laurentiis en fait. Il avait compris Sam, je veux que tu fasses un fil doré pour moi. C'est un fil doré. C'est quoi cette Qu'est-ce que histoire? c'est Et en fait, il a mis le temps à comprendre qu'il lui demandait de faire un film d'horreur. Et il y avait Evil Dead 2 et apparemment le deal autour d'Evil Dead 2 c'est conclu mais en 20 minutes. Ah ouais. Et Dino De J'ai Laurentiis vu ça. lui a dit tu fais ce que tu veux. Mais il voulait que ce soit plus ouais. proche du premier. Il ne voulait pas ce scénario un peu Oui, plus, tout à fait. Oui, mais le il côté- y a- Il y a pas dégueulasse. l'histoire qu'ils ont perdu les droits du premier aussi, non Oui, en fait, Oui, ils ont c'est- perdu le droit du ils ont perdu premier. les droits, Ouais, ouais. c'est Oui, ça. oui, c'est toujours compliqué d'ailleurs. Enfin, je crois que si on aborde la question des ayants droit et tout le truc, c'est très dur. Je crois même que aucun des films n'appartient à la même société. Enfin, ça a été Oui, très oui, oui, compliqué Ouais. là-dessus. Puis il y a eu aussi après des bisbrouilles avec Universal, entre Dino De Laurentiis. Enfin voilà, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où il peut faire Evil Dead 2, Sam Raimi, et c'est quelque chose qui finalement tu as une bonne conjonction autour du film. Encore une fois, moi quand je l'ai vu, c'était vraiment une espèce de claque où j'ai eu rarement autant cette impression de me dire mais je peux rien reprocher à ce film en fait. Il y a Rien. tout qui va bien, il y a tout qui fonctionne, ça ne ressemble à rien d'autre. J'ai envie de faire le même film, j'ai envie d'être aussi génial que ça et je ne sais pas comment je vais le faire parce qu'en plus ça a l'air tout simple d'être aussi génial et je pense qu'en même temps il y a tout un truc de tout s'aligne en fait là-dessus. Il y a déjà il y a plus de budget. Sam Raimi arrive 10 à fois se plus. garantir un long temps de tournage, ce qui est extrêmement important pour pouvoir faire le film. Il a et c'est aussi mine de rien, et je pense que c'est pas pour rien que le film a cette patine. En fait, c'est la 3e fois qu'il fait la même histoire. Ouais, Il a fait ouais, avec ouais. Within the Woods, il l'a fait avec le premier Evil Dead, et puis là, il le refait une 3e fois. Donc, en pouvant se dire, maintenant, je peux vraiment aller au fond encore d'autres trucs, avec, qui plus est, des techniciens qui ont pu voir les premiers films aussi, qui savent ce qu'ils vont faire, et notamment les maquilleurs qui vont créer par la suite KNB et tout le truc, et qui sont prêts à donner aussi. Quoi. Il y a Et Greg Sam Nicotero dans le tas, donc c'est Ouais, quand même pas ouais, n'importe t'as qui. raison. ouais. Il paraît que il y a une journée de travail chez Sam Raimi, il y a plein de gens qui disent 8 heures chez Sam Raimi, c'est 18 heures de travail quoi, en fait. Mm. C'est, Ouais, ouais, ouais. Mais lui, Sam Raimi, pour lui, c'est une suite directe et pas un remake. Et nous, on le voit quand même plus comme un remake. mais C'est par rapport à la perte de droit justement C'est- qu'il a pas c'est ça, pas hein. vraiment le choix d'ailleurs, même si tu regardes, parce que pour te dire, moi ma découverte d'Evil Dead 2 ça avait été aussi Vidéoclub où vraiment j'ai découvert au fur et à mesure sans rien savoir des suites. D'ailleurs je savais même pas qu'il y avait un 3 parce que je voyais Army of c'est Darkness pas à grave, côté, ça. je voyais ce personnage avec une tronçonneuse et un fusil qui est pas spécialement l'image du premier non plus, Non. enfin si ce n'est sur les cartons promo, mais voilà, mais t'as ce truc où ouais, en 4 minutes t'as l'impression qu'il te résume le premier et tu te dis mais attends mais pourquoi est-ce qu'il revient, t'as l'impression Ouais, qu'il ouais. redécouvre. C'est ça. Même le résumé du film, hein, c'est Ash et Linda, alors que Linda est morte dans le premier, À fond. reviennent dans la cabane pour. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Comme, Parce que. comme une, Mais comme une suite. en fait, le truc, c'est que je suis pas sûr que. C'est vraiment, effectivement, il y a une espèce de confusion au début. Sur, Oui, on complètement. est plus dans une forme de remake. Parce que Ouais, là, ouais. même si quand Il il dit. raccorde avec le plan de fin Oui, du premier. En ça plus. raccorde avec le plan de mais fin. que lui ne veut pas dire que c'est un remake. Pour lui, c'est Ouais. une suite. Quoi. Ouais. Je voulais juste passer là. Pas de souci. Marvin, toi, comment t'as fait le lien entre le premier et le 2? Bah moi j'étais complètement perdu en fait. Je me souviens quand je l'ai vu à l'époque, j'ai pas du tout compris les 10-15 premières minutes du film parce que justement on rejoue tout, on repart avec 2 acteurs qui retournent dans la cabane et tu te dis mais c'est pas possible, donc il leur est arrivé toutes ces merdes, ils retournent dans la cabane, ils réenclenchent le magnétophone, j'étais complètement perdu je me souviens. Oui, oui. Et du coup, et alors dans le 3 en plus enfin maintenant je fais petit aparté sur le 3 mais on rejoue encore cette scène aussi du premier volet, on rejoue la cabane quand Ash revient dans ses souvenirs etc. Et moi en fait je sais pas, sur le 2 oui j'adore tout ce qui est les effets sont top, les mouvements de caméra sont extraordinaires etc. Mais j'ai quand même mes réserves parce que je trouve que on rejoue quand même un peu trop le premier volet en fait je trouve. Ouais.
la cave, la trappe, le viol végétal dont tu parlais aussi, on rejoue fort tout ça et je trouve que c'est une explosion gore, c'est vraiment extraordinaire, c'est génial. Il y a le côté parodique aussi qui est beaucoup plus présent, donc c'est super bien mis en place, mais voilà, j'ai quand même un peu mes réserves sur le 2. Maintenant que j'ai découvert fort tard aussi, j'ai découvert il y a quelques années, donc j'ai peut-être été moins impressionné par la technique et moi le côté vraiment do it yourself du premier vraiment m'a vraiment complètement marqué. Et là, comme tu le disais, au niveau des maquillages, on voit bien que c'est plus travaillé, on voit bien qu'il y a plus de budget aussi. Il y a littéralement 10 fois plus de budget. Clairement, oui, ça se sent vraiment. Et moi, je suis plus attaché au premier volet où c'est vraiment, on se débrouille avec ce qu'on a, les acteurs vont un peu morfler, c'est pas grave, on y va. Voilà. Voilà, je pense qu'ils ont quand même encore pas mal morflé sur le 2 aussi. L'acteur, en tout cas, en question, a bien morflé. Mais je pense que et c'est une des particularités en même temps de cette histoire, parce que c'est pas vraiment une saga en fait dans l'absolu. Chaque film réinvente en fait même le film précédent à chaque fois et il les replace dans une tonalité différente. Même le personnage d'Ash en fait il est jamais vraiment le même d'un film à l'autre en les revoyant ici, parce que moi j'ai toujours intégré cette idée que Ash était un personnage un peu abruti, un peu imbu de lui-même, mais en fait c'est dans le 3 que ça apparaît cet aspect-là. Ce n'est suggéré dans le 2 que lorsqu'il voit son image de lui dans le Necronomicon et qu'on dit ah non c'est un mec qui se vantait d'avoir tué le mal, voilà, il dit oh oui il a pas fait un bon boulot, mais finalement dans le 2 t'as pas spécialement l'impression qu'Ash soit tant une grande gueule que ça. Il a un peu ce côté loser magnifique, plus positif que dans le 3 où il a ce côté un peu plus con. Oui, tout à fait. Dans la série où il va encore plus loin là-dedans. En fait. On n'est pas produit par une entité, donc tu peux dire plein de gros mots. Et je crois que chaque film aussi, du coup, amène satisfait plus certaines personnes. Je sais que même moi, à l'époque où je parlais avec des gens plus, enfin des gens de mon âge, j'allais dire des gens plus jeunes. Il y en avait. Moi, pour moi, ça me paraissait tellement évident que le 2 était meilleur que le premier. Et alors qu'il y en avait autour de moi, en fait le côté plus horrifique, plus organique peut-être du premier leur plaisait plus. Moi ce que j'adorais dans le deuxième c'était justement son côté beaucoup plus comédie quoi. Tout le truc où tu as une espèce de voilà, en termes de rythme et tout le truc, moi je trouve que même dans cette manière de résumer le premier film en 5-10 minutes et puis en même temps d'avoir un enchaînement infernal 4 minutes. Cet enchaînement et surtout ce moment moi j'aurais pu encore bouffer du Bruce Campbell tout seul contre la cabane encore pendant. D'ailleurs il reprend ce concept là, c'était Bruce Campbell tout seul à la fin du 1 et tout le premier tiers les 40 premières minutes du c'est Ash tout seul. C'est Ash tout seul et je trouve que dans cette manière de trouver plein de situations où tu es juste attaqué soit par un zombie, le zombie de ta copine, ou par la cabane, par les arbres, par le truc, ou même un petit peu par toi-même et tout le machin. Je ne sais pas comment il va chercher tout ça. Et puis après, il y a cette idée, a priori, c'était un film qu'ils avaient commencé à écrire d'un type qui est attaqué par sa main et qui a été réintégré dans celle-ci. Et cette scène, à chaque fois que je la vois, on a reproché Evil Dead 2 ici à Liège récemment. Et quand je le revois, je me dis, mais c'est pas possible ce que Bruce Campbell fait dans cette scène. C'est même maintenant, quand je la revois, je me dis, mais son mime, sa prestation, c'est incroyable. Sa main est vraiment vivante. Je sais pas comment ils ont fait. Avec les assiettes, tout ça. Alors ils disent oui qu'elles sont. Enfin, dans les commentaires audio, ils disaient justement que oui, non, mais c'est pas aussi résistant que. Mais non, mais même. Tu le vois à la fin qu'il est en train de ramper dans les assiettes, mais comme on disait quand on l'a revu à Liège avec Vincent et Chris, t'as justement ce côté de. C'est du Tex Avery, du Buster Keaton dans le texte, mais pendant les 40 premières minutes, ça ne s'arrête jamais. Et comme tu dis, il y a des idées qui n'arrête pas, ça fuse. Et dans sa façon de switcher sans arrêt entre la comédie et l'horreur, je trouve que la prestation de Bruce Campbell, là pour le coup, est pile entre les deux. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne super bien, où tu as l'impression qu'il devient, en fait, l'aspect humoristique, c'est parce qu'il devient fou tellement il a peur. Et là, pour le coup, on est vachement dans du Lovecraft pour un truc comme ça, pour racoler pour revenir au fait que c'est le Necronomicon. Il y a le fait qu'il soit tout seul contre plein de trucs, et à un moment donné c'est la tête de cerf qui se fout de sa gueule tous ces moments, la première fois que tu vois cette scène là tu te dis quelque chose. C'est quoi ce truc, tu dis qu'est-ce qu'ils ont. D'ailleurs tu parles, je sais plus qui a parlé justement de comment l'existence de la caméra dans le monde d'Evil Dead. Il y a justement dans Evil Dead 2 cette scène avec tous les trucs qui rient, ce regard caméra. Le fameux, justement, où c'est quand même le seul vraiment vrai regard caméra de tous les Evil Dead, mais il est tellement bien placé. Il se retourne et quand il explose de rire, mais j'adore cette image. Tu ressembles à Bruce Campbell. C'est Bruce Campbell en fait. On a notre Bruce Campbell. Vieillis encore un peu, tu seras bon pour moi. Il a un menton qui est très similaire en fait. C'est entre Bruce Campbell et Rupert Everett en fait. Si vous n'avez jamais vu Vincent Tosini. Mais Chris, tu parlais de zombies, mais là tu voulais un peu nous parler de zombies, pas zombies. Tu nous parlais de ça au tout début de l'enregistrement.
Mais simplement par rapport à mon rapport à la découverte d'Evil Dead, où il y avait ce côté un peu... il y a cette fameuse image avec la main qui sort du sol là dans le premier, justement sur la pochette, où moi je pensais voir un film de zombies en fait, alors que pas vraiment. Ils ont un nom, les Deadites ou cadavéreux en français, donc qui sont des espèces de gens possédés, mais qui sont des genres de zombies acrobates qui peuvent parler. Je sais pas comment définir autrement. Oui, puis les zombies du cirque, voilà. Oui, et puis parfois c'est juste une main qui. En fait, des fois t'es contaminé juste au niveau de la main, puis parfois pas. Parfois t'as juste reçu un coup sur la tête, tu deviens cadavéreux. C'est vrai que là, il y a le côté complètement aléatoire. Parfois c'est un coup de crayon en fait. aussi, hein, d'ailleurs, sur le premier. Dans le sous-sol de la cabane, il y a le gant de Freddy Krueger. Ouais. Oui. Justement, il renvoie un truc à ce que Wes Craven lui avait répondu sur je sais pas quel film. C'est génial, hein. Justement, les 4 premières minutes là, qui servent juste où il résume le 1 en 4 minutes en modifiant un peu l'histoire. Justement, c'est des plans qu'ils ont tournés extrêmement rapidement au cas où justement ils n'auraient pas eu le droit du premier, ce qui finalement a été le cas, vu qu'à la base, d'où le fait que tu as le raccord avec le plan de fin, le plan de fin du premier avec la caméra qui fonce sur Bruce Campbell, qui fait le raccord avec les 4 premières minutes du 2. Il y aura plein de trucs à dire. Mais oui. Bah, moi, le truc que je voulais peut-être souligner, c'est qu'on a parlé de l'aspect comédie qu'aime beaucoup Bruce Campbell, qui tente un tout petit peu de faire apparaître dans le 1 et qui apparaît énormément dans le 2. Mais surtout, l'autre truc que j'évoquais qui est important, c'est sa culture comic book. Et en fait, la culture comic book, c'est peut-être à partir du 2 qu'on va commencer à la voir apparaître. Parce que c'est comme je le disais par exemple avec la jaquette du jeu vidéo, c'est que tu vois le personnage avec sa main tronçonneuse et son shotgun, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'icône en fait là, qui est vraiment iconisé, et ça c'est bizarre qu'un film d'horreur fasse ça. Tu vois, on est complètement dans le comic book à partir de là. Et c'est là que voilà la toute fin du film. En fait là, voilà quand on arrive à partir du moment où il dit, où il se construit son attirail en gros. En fait, à partir de là, pour moi, on n'est plus dans un film d'horreur. On n'est plus dans un film d'horreur parce que ça se met à lâcher des punchlines. Il devient cool tout à coup, tu vois. Et puis il y a même quelque chose avec le fait que sa chemise se déchire. Et on voit ses muscles. Et tout à coup, il est super cool. Voilà. Il y avait un super investissement de Bruce Campbell. En fait, il avait une doublure, mais il voulait faire ses cascades lui-même, Bruce Campbell, sur le 2. Il voulait faire un maximum de trucs. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'avait frappé quand j'avais vu le premier, le 2, pardon. La première fois que j'ai vu le 2, c'est ça que je voulais dire. C'est justement, de manière tout à fait inattendu, l'ampleur que ça prend dans le final. C'est justement avec d'un coup cette créature gigantesque qui apparaît, le Ash aussi, qui prend vraiment son costume vraiment super, effectivement, c'est iconique. Puis bon, il y a son fameux groovy qui est balancé la première fois, mais c'est sûr que tu as vraiment l'impression que Ash d'un coup, ça devient à la fois, tu sais que c'est un personnage quand même un peu con. Il est de bonne foi dans le 2, mais il est un peu con. C'est un peu Nicky Larson, je pense. Oui, il a un côté comme ça, un peu maladroit, pas très finot, tout le truc. Mais en même temps, en fait, ça devient vraiment une machine à tuer du zombie, du cadavre. T'as l'impression qu'il pourrait affronter après toutes les créatures du bestiaire. En fait, il est équipé pour. Il a son canoncier dans le dos. Il a sa tronçonneuse à la main. Après, tu pourrais imaginer. D'ailleurs, je pense que dans les comics, ça a dû se faire qu'il affronte des vampires, des loups-garous, la créature du marais. Voilà, il pourrait tous arriver. Tu dirais. Déjà fait avec Freddy et Jason, je crois. Oui, il y a un comics là-dessus. Mais... Oui, il y avait cette idée, effectivement. T'as l'impression que c'est le résistant absolu de toutes les créatures horrifiques que tu peux rencontrer, quoi. Il pourrait tuer du zombie, de tout. Il est fait pour ça, en fait, Ash. Et quelque part, c'est vrai que c'est très surprenant. Tu pourrais t'attendre à avoir une fin un peu plus un peu moins spectaculaire, quoi, mais tu sens vraiment qu'à ce moment-là, Rémi veut aussi repousser les limites avec l'apparition d'une créature gigantesque. Elle est quand même impressionnante, tu vois, cette bestiole là qui prend Bruce Campbell dans sa main. Enfin, t'imagines ce que ça a dû être. Surtout que justement, ça vient un peu briser ce truc par rapport à la caméra. Comment on appelle le shaky camera, Shaky camera. Et tu te dis, mais oui, là il te le montre, enfin, pas ce qu'il a invoqué, mais moi je me rappelle vraiment ce premier visionnage où effectivement, je l'avais regardé un peu sans attente particulière, et en fait, mais scène sur scène, ça s'enchaîne pour finir justement sous cet énorme monstre qui marche super bien, je trouve, l'image. Mais il est très cartoonesque aussi, il a ce côté, tu vois, très, très comics. Et c'est vrai que moi qui aime énormément la musique de film aussi, c'est un truc qui m'avait frappé, c'est que même la musique de Jolo Ducal, je trouve qu'elle prend une ampleur dans le final. Tu dis, mais waouh, je veux que ce mec fasse de l'Heroic Fantasy à la musique de Ducal, vas-y. Il y a de l'ampleur, il y a de l'ampleur maintenant. Donc là, on vient de parler de la fin d'Evil Dead 2. À nouveau, comme dans le premier, il y a un switch. On va parler de Army of Darkness. On n'a pas parlé de la fin d'Evil Dead 2.
Bah, en fait, Si. on va pouvoir en parler Ah, ok. au Ouais, début des ouais. Evil Dead 3. Enfin, tu vois, Ouais, c'est vrai, ok. donc Army of Darkness. Là, il y a des sources de désaccord autour de la table. C'est pour ça On d'ailleurs sent que ça a saigné, c'est pour là. ça que Caro vient de me passer le micro parce qu'elle veut pas trop s'énerver. Voilà. C'est qui devait résumer Je pense que c'est moi qui devais résumer le Ah Bon oui. bah vas-y. Ah bah, Vas-y, Oui, il me semble que c'est moi. Oui, bah donc en fait, à la fin pour conjurer la malédiction de la cabane, on lit à la fin d'Evil Dead 2 des passages du Necronomicon qui sont destinés à renvoyer la créature dans une autre dimension. Alors, effectivement, à la fin d'Evil Dead 2, il y a une espèce de portail qui s'ouvre, la créature disparaît, la voiture de H, qui est une voiture référentielle que Sam Raimi replace dans tous ses C'est films. la voiture de Sam Raimi. Repart on n'avait pas aussi, encore, on en avait voilà. pas encore parlé, mais oui. Voilà. Tout à fait. Elle est emportée aussi dans le tourbillon. Et alors qu'on pense que ça va se calmer, en fait, à la fin du 2, H lui-même commence à être aspiré dans le vortex, disparaît, et puis il retombe dans une espèce de plaine un peu désertique. C'est presque un décor de western à la base. Mhm. Et puis il se rend compte qu'il y a des chevaliers partout autour de lui. Dans un excès d'héroïsme, grâce à son flingue, il dégomme une gargouille qui est en train d'arriver. Et à ce moment-là, il se rend compte que c'est lui, l'être venu du ciel pour conjurer la malédiction des Deadites dans le passé, quoi. Donc il y a une espèce de truc un peu à la Terminator là, comme ça, qui se joue là-dessus. Et dès que Evil Dead 3 en fait devient le projet initial de Medieval, qui est d'enchaîner en fait, et donc de montrer comment Ash va essayer de s'en sortir dans toute cette histoire, et va-t-il récupérer C'est ça. les moyens de retourner dans son époque, C'est ça. et aussi comment va-t-il survivre à Avec l'idée que le l'abominable Necronomicon Armée des est à nouveau au centre de la Mhm. de la narration, même si à Ouais. nouveau narration. Bah, sur celui-là, oui, mais Oui. peut-être que là, justement, pour parler de tout ça, ce serait peut-être intéressant pour une fois de vous laisser la parole. Je ne sais pas qui veut commencer Vas-y, pour parler de ce que vous Par- pensez de Army of Darkness. Oula, que dire moi je trouve ça quand même relativement mauvais. Si Tu le trouves mauvais, d'accord, ok. Oh. Donc il y a un vrai gap ici, hein, en fait. On est 3 contre vraiment. 2. Autant, mais moi en fait vraiment c'est comme je l'ai dit, donc C'est ça que Marvin, c'est mon pote. c'est un peu dégressif, quoi. Donc j'adore le A, le 2 déjà j'ai quelques réserves, mais alors le 3 je trouve que pour moi ça n'a limite même plus rien à voir avec Evil Dead, quoi. On garde effectivement le personnage principal, on a effectivement le Necronomicon. Techniquement, il s'appelle pas Evil Dead. Oui. En plus Voilà. déjà. Mais oui. pour différentes raisons, hein, d'ailleurs. Ouais. Oui, tout à fait. Ah oui. Et donc du coup, on a effectivement toujours ce bouquin, on a toujours effectivement ces démons, mais pour moi, il n'y a plus rien d'autre qui rattache vraiment à la saga Evil Dead. Enfin, si on peut appeler ça vraiment une saga. Mais du coup, oui, non. Déjà, bon, pour moi, il y a l'atmosphère médiévale qui, voilà, j'ai déjà beaucoup de mal à y accrocher. Et ça me fait vraiment penser à une espèce de visiteur. Ah, mais tellement, c'est des visiteurs, quoi, c'est une catastrophe. Oui, et H sera une espèce de jacouille propulsé comme ça. Ce jeu d'acteurs j'ai- catastrophique. j'ai En fait, vraiment du mal, c'est ouais. vraiment inspiré de tout un courant de comédie aussi aux États-Unis, en fait, qui ont beaucoup baigné Sam Raimi, où justement, tu avais un personnage du futur qui arrive dans une société médiévale et doit le faire. C'est bien d'avoir les trucs. Moi, je suis hyper excité par ce genre de pitch. De toute façon, parce que ne serait-ce que même cette image finale qu'on voyait à la fin d'Evil Dead 2 et qui est donc complètement développée dans le 3, d'un type avec une tronçonneuse dans la main. Et puis surtout, moi aussi en tant que grand amateur pour le coup de fantasy et de tout ça, c'est toute la promesse de l'armée des morts qu'on nous fait dans le truc. Moi, il y a plusieurs raisons. Alors le film est compliqué sur certains points, ne serait-ce que parce qu'en termes de production, ça n'a pas été simple. Déjà parce qu'il avait besoin il avait besoin de beaucoup plus de moyens. 11 pour millions faire il a celui-ci, coûté, ce qui est 11 millions. ouais. Il sortait de Darkman, qui avait été une production assez compliquée avec Universal, qui de nouveau va baigner dessus. Et puis il va avoir une relative autonomie quand il va faire le film. Il va s'accorder beaucoup de temps de tournage, encore une fois. Il y a énormément d'effets visuels qu'il a jamais tenté avant. Donc il y a vraiment une ambition formelle dans Evil Dead 3 qui en même temps va amener, je pense aussi, Rémi à avoir une vraie maîtrise technique encore complémentaire là-dessus. Mais le film va déjà effectivement... Ce que vous dites ici, je peux tout à fait l'entendre d'un autre côté, parce qu'il y a justement, je pense, une confusion des genres autour d'Evil Dead 3. D'ailleurs, elle se sent jusque dans les titres, c'est-à-dire que si tu t'attends à voir la suite d'Evil Dead, ben voilà. Mais si tu le découvres juste en tant que spectateur autonome, comment est-ce que tu le prends, quoi, cette histoire? Alors je pense que le découvrir en tant que spectateur autonome, ça pose aucun souci, parce que je vais laisser, parce qu'on est bien d'accord, Vincent, c'est un film d'enfant, Ouais. Evil Dead 3. Je voudrais d'abord juste, Ouais. avant qu'on parle du film d'enfant, c'est de rebondir justement sur le côté formel. C'est que je trouve que le 1, le 2, visuellement, graphiquement, je les trouve canon. Et ici, je trouve le film moche. En fait, je trouve qu'au niveau des couleurs, au niveau du... Enfin, peut-être parce Ouais, que, c'est très terne, comme ouais. Marvin, je ne suis pas forcément attirée par le monde médiéval, etc. Et je trouve que le 1, moi, j'aime beaucoup le 2 au niveau graphique, au niveau des couleurs, au niveau des matières. Que le 3, j'ai l'impression vraiment d'être dans
un mauvais film où je trouve qu'il a beaucoup plus, parce que là je l'ai revu ici cette semaine, je trouve qu'il a énormément vieilli, que je trouve que les deux premiers n'ont pratiquement pas vieilli. Ouais. J'ai vraiment un côté au niveau de la forme du film. Côté vieilli, je peux comprendre que dans le 3, il y a des trucs qui peuvent parfois, sur certains plans, être étrangement plus frappants que sur le premier, par exemple. Ouais. Mais ouais. Je trouve que ça a vraiment mal C'est vieilli. Moi, le truc, c'est que au-delà de plein d'aspects, si on parle juste du côté spectacle, tout le truc, en fait aussi le film va directement dans un tout autre secteur. En fait, il y a vraiment tout un hommage au cinéma de Ray Harryhausen. Il y a tout un hommage. Ouais, À mon sens, celui-là, c'est vraiment le baroud d'honneur de la stop motion. En fait, il y a vraiment des choses absolument incroyables. Et d'ailleurs, maintenant, à chaque fois que je revois la scène, par exemple, de l'arrivée des morts devant le truc, je trouve que c'est une séquence parfaite. Elle est d'une chorégraphie incroyable. D'ailleurs, la majorité des mouvements de caméra, il y a plein de trucs dans la façon qu'a de Rémi d'orchestrer les passages d'un personnage à l'autre. Quand Ash se bat dans le puits, là, comme ça, récupère sa tronçonneuse, et puis qu'après, il y a toute la communauté qui. C'est ma scène préférée. Moi, ce sont des choses La que je scène est trouve une sympa, dynamique. mais pareil, il manque de la matière. Je sais pas expliquer. J'ai Il l'impression manque du que... Evil Dead, quoi. Ouais, C'est plus lisse. Après, tu vois, je trouve que par rapport à presque ça, trop propre. si ça venait, je pense que si t'avais pas eu la fin du 2 justement qui amorçait déjà cliffhanger ou non en fait, ça pourrait très bien se terminer juste sur là-dessus. Mais que le fait que ce soit amorcé et que tu saches que sur la base, je trouve que déjà t'as accepté quelque chose. Après, moi dans mon cas, la découverte d'Evil Dead 3, elle s'est fait genre 1 an après le 2 parce qu'en fait j'avais pas compris qu'Army of Darkness c'était Evil Dead 3 en l'occurrence. Et puis moi je dis mais c'est marrant, c'est ce truc qui est juste à côté des Evil Dead au vidéoclub, il y a quand même le gars il ressemble quand même vachement, puis il est mis mais ça m'a mis mais attends, mais ce ne serait pas Evil Dead 3, bref. Mais je trouve qu'en tant que suite, déjà chose quand même assez marrante, c'est que dans le générique c'est Bruce Campbell versus Army of Darkness. Le titre Evil Dead 3 apparaît pas. Mais bon, il y a ce côté justement là, comme si Bruce Campbell était un personnage. Mais justement, c'est qu'en fait, on parlait de l'aspect comic book du 2 qui ici est encore plus présent. Vraiment là, c'est assumé à 100%. Mais alors surtout, il y a la création du personnage d'Ash Williams, celle qu'on connaît, qui vraiment avance au fur et à mesure du 2. Et là, en fait, le personnage est établi et donc là, on en fait tout ce qu'on veut. Et donc vraiment, ça part dans tous les sens. Et le film ne fait vraiment, il n'y a plus d'horreur. Enfin, il y a des légers éléments encore, et je crois que les Sunset Gore sont justement dans la fosse. Ils sont peut-être juste graphiques en fait. Oui, c'est ça. Et encore le gore intervient vraiment seulement dans la scène, je crois, dans la c'est dans des la fosse. Des jets de sang, une tête coupée. Ouais, un truc. Mais après pour le reste c'est tout quoi. Et puis après ça part dans la 100% comédie et aventure. Et je trouve que malgré tout, malgré qu'on sort de cadre et tout, on garde ce truc de il y a les codes d'Evil Dead qui restent par rapport au comportement des personnages et alentours. Et j'aime justement, moi j'aurais tendance à vouloir le défendre d'autant plus pour le culot de changer de genre en fait. De justement d'un coup opérer un revirement en se disant, et en même temps d'installer quelque chose effectivement d'un petit peu inconfortable au début, de se dire, mais je vois quoi là en fait exactement. Alors, effectivement, nous, par exemple, si je reprends l'expérience qu'on a eue en tant que spectateur, on était chaud bouillant pour le voir et on acceptait complètement le contrat de se dire, le 2 se termine dans le truc médiéval, ok, boum, on switch. On va pas avoir le même genre de film. On va pas se retrouver dans un huis clos, on va être comme ça. Et nous, en plus, comme je dis, en tant qu'amateur de fantasy, de récits de trucs, on s'était dit, mais le mec qui va faire Sam Raimi va nous foutre ce personnage avec les moyens de faire quelque chose dans un univers fantastique. On était et en plus, on avait une énorme sympathie pour ce connard de H parce que ça devient vraiment un connard. Et qui devient un héros aussi virtuellement invincible, je trouve aussi par plein d'aspects, encore plus que dans le 2. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez un peu tout dit, mais le point que je voulais amener, c'est que je sens vraiment dans Army of Darkness qui va au bout d'une dynamique. C'est comme je dis, on sent qu'il y a des changements de ton qui s'opèrent dans Evil Dead 2 et qui se concrétisent réellement en fait dans Evil Dead 3. Et en fait, comme tu le disais, la vision que je peux avoir de Army of Darkness presque comme un film pour gosses, c'est parce qu'il est vraiment dans du potache. C'est comme tu dis, c'est du potache. C'est vraiment là pour rigoler un petit peu en se tapant le coude dans les côtes, quoi. Il y a eu beaucoup de trucs d'ailleurs quand le 3 il a été très diversement apprécié, même s'il génère quand même c'est un vrai film culte, je pense en l'occurrence. Ouais, c'est ça. Et puis je veux dire même le fait qu'ils choisissent de mettre vachement la pédale douce au niveau du gore et que cette dernière séquence, il y a ce dernier tiers comme ça, donc qui est la bataille avec l'armée des ténèbres, en fait qui a plus des relents épiques
que des relents Ouais, ouais. horrifiques en fait. Ouais. Et moi je suis Avec là, Sam mais Raimi qui je vois un part dans la grand- bataille. j'ai l'impression de voir un grand film d'aventure, tu vois. ouais. Bah, à fond. bah, d'ailleurs, le côté film d'enfant, moi, c'est le seul Evil Dead que j'ai montré à mes gosses. C'est parce Et que ils je adorent. laisse Indiana Jones aussi que j'ai pas aimé le 3. Non, en non, fait, mais c'est ça. c'est le rapport au cinéma d'aventure est super important dans celui-là, très clairement. Ash devient. En fait, tout ce qui pouvait déjà suggérer de par le physique qu'il avait à la fin du 2, tu as l'impression qu'ils disent maintenant, il faut qu'on aille au bout de ce truc-là, quoi. Et donc, et d'ailleurs, le concept après allait vraiment être très clairement de mettre Ash encore dans d'autres univers et dans d'autres trucs. C'est vraiment, on tourne autour de lui là-dessus. Et d'ailleurs, encore une fois, en tant que grand amateur, je vais lancer une petite pique et je vais me faire plaisir. Je veux dire, rien que lorsque le film commence, la musique de Joel Duca, j'ai envie de dire, en 5 minutes, il est supérieur à tout ce que Hans Zimmer a fait ces 15 dernières années. Oh, Je- la La grande musique, gueule. je l'ai en tête en plus. La depuis tantôt, musique. là. Non, je suis d'accord. La musique Je suis d'accord. la musique de Joel Duca là-dessus, c'est quelque chose. Je me dis que ce qui a certainement amené il y a certainement des raisons plus personnelles qui ont fait que ce type n'a pas percé, parce que quand j'entends la musique qu'il a fait sur ce film-là, c'est juste démentiel, c'est du swashbuckling, c'est vraiment la quintessence du film d'aventure. Notamment, lorsqu'on a la figure du double qui revient souvent chez Rémi, hein, c'était déjà amorcé dans Evil Dead 2, mais dans Evil Dead 3, il affronte son double maléfique, donc Evil Ash. Quand ils s'affrontent dans le deuxième, un duel à l'épée, à 2 armes et tout le truc, et t'as la musique qui se lance là-dessus. Moi, là, je fais des bonds sur mon siège. Je me dis, c'est trop bien. Avec le je héros, trouve que- c'est on- mon héros qui se bat, et puis il y a un Oh. deuxième Deadites qui arrive, et il se bat contre les deux en même temps. Moi, il est dans les escaliers, il évite les coups, tout le truc. Voilà, à ce moment-là, alors c'est vrai que j'ai peut-être pas l'âge d'un spectateur de film d'horreur au moment où je vois ça, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai 8 ans et demi, quoi. D'ailleurs, Et que ça fait plaisir. En termes de films d'aventure, c'est vrai que je suis étonné qu'on en parle pas un peu plus justement, films d'aventure début années 90, un peu dans les grands classiques du genre. Mais indépendamment de ça, vraiment, par rapport à la comédie, il y a vraiment, je trouve que l'aspect slapstick est vraiment poussé tellement loin. Déjà, dans Evil Dead, il y a la culture de la Il en prend punchline, plein la gueule, alors hein. qu'une culture de du punch, du coup de poing, vraiment. Mais même quand on voit c'est les Deadites qui font, alors je sais pas comment expliquer ça oralement, mais on a l'impression que dans un cartoon, quand ils secouent leur poing pour Oui. donner un coup, et qu'il y a quelque chose qui fonctionne vraiment bien, même niveau de l'humour, il se permet tout. On retrouve des bouquins dans la caisse de H qui lui permettent de Oui. chimie, qui Et- lui permettent de Et créer il des a trucs. ça aussi, n'a comme dans aucun Evil sens, Dead ouais. 2, hein, le personnage principal, il a aussi ses 20-30 minutes à lui où il est tout seul. Oui, Il est tout seul et à nouveau il se bat contre lui-même. le moment où ça reconnecte un petit peu plus. D'ailleurs, je pensais que ça allait aller. La première fois que j'ai vu le film, je pensais que la scène dans le moulin allait vraiment nous amener plus vers un démarquage d'Evil Dead 2, où comme Ash se retrouve tout seul là-dedans. Alors, il affronte des mini Ash. Donc là, c'est très Gulliver aussi comme esprit. Alors, c'est loin d'être horrifique, mais et d'ailleurs, c'est vrai que la séquence pour le coup a pris un sacré coup de vieux. Hein, on est d'accord. Mais il n'en demeure pas moins que chaque fois que je vois le film, ce qui me frappe aussi, c'est sa fantaisie dans les situations. Je me dis, le film dure. Alors, il y a plusieurs cuts aussi. hein. Donc, il y a un cut du Nord. Il y a eu 4 cuts, je J'espère que j'ai eu pense. le plus court. hein. En fait, tu peux le savoir parce que la version intégrale qui dure 1h36 se termine avec Ash qui est dans le futur. Ouais. Et qui est dernier survivant. j'ai pas vu. Ça a toujours été quelque chose. Et quand on parlait des problèmes de production, ça fait partie des choses que le film a certainement été difficile à placer, peut-être justement à cause de cette tonalité un peu complexe à situer, et notamment le fait que normalement Ash devait être une vraie pourriture en fait dans le premier. Il y a des anecdotes comme quoi normalement Sam Raimi, quand il a commencé à faire les premiers jets, Ash à la fin, pendant que les morts arrivaient dans le château et tout le truc, se réfugiait derrière des gamins et donnait les gamins aux offrandes en offrande aux créatures pour qu'elles se fassent bouffer. Et ça, en fait, c'est Bruce Campbell et Robert Tappert qui ont dit à Sam Raimi non, ça on va pas le faire, ça va pas être une bonne idée. À mon Mais avis, tu ça sens nous bien. aurait plus plu. Tu sens bien qu'à ce moment-là, en fait, ils partent vraiment. C'est vraiment Ash. Tout commence à tourner autour de Ash, en fait là, et notamment à la fin du film, la fin originale qui avait été montée, mixée, étalonnée, mais que Rémi a dû retourner finalement. On a Ash qui fait encore une fois, qui écoute pas ce qu'on lui dit, qui fait une connerie et qui dort trop longtemps et qui se réveille dans un futur. En fait, il sort d'une grotte dans laquelle il se reposait. Il arrive, il dit je suis Avec rentré des longs chez cheveux, moi. une longue barbe. Et en là, fait, il a dormi 100 ans de trop. Et il arrive, en fait, il est de la vallée dans laquelle il se trouve, est devenu une espèce de gigantesque dépotoir dans lequel on voit Big Ben et tout le truc. Il s'effondre dans un final à la planète des singes en disant I sleep too long. Cela dit, moi, dans Evil Dead 3, il y a quand même, je respecterai toujours pour ça, la scène qui m'a fait le plus rire de toute ma vie, c'est le Klaatu, Verata. Ah, oui. Je crois que je n'ai vraiment jamais autant ri devant un film. C'est bon,
Je l'ai dit. Tu le fais très bien. Ah, j'ai donné envie à Caroline de revoir le 3. Non. 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 Moi je l'ai vu d'ailleurs, je crois que c'est un film que j'ai dû voir facilement 15 ou 16 fois aussi. On l'a revu récemment, on a revu la version longue d'ailleurs il y a pas longtemps pour justement voir le truc. La version longue a aussi comme particularité, elle dure 10 minutes de plus, mais elle est structurée de manière tout à fait différente de la version qui était sortie ici dans la première VHS et en salle. Et notamment, en fait, on voit que Rémi prend vraiment soin dans son cut initial à faire en sorte qu'il y ait par contre une grande cohérence au niveau de la bataille. C'est-à-dire que on sent toutes les étapes les étapes sont beaucoup plus fluides pour expliquer comment les ennemis pénètrent dans le château et tout le truc. On sent qu'il y a une envie de rigueur là pour le coup, de se dire là je suis plus juste dans une cabane ou quelque part, je peux me permettre d'improviser un petit peu l'espace en gré de ce qui me plaît. Il se dit là on a des forces, on a des troupes qui se déplacent et il faut qu'on comprenne ce qu'elles veulent atteindre, pourquoi elles sont là et ainsi de suite. Là où le cut qui a été distribué initialement, on sent qu'il y a toute une série de coupures qu'on entend d'ailleurs au niveau de la musique, on entend très très fort que les coupures sont là, qui ont remodelé le film au privilège d'une forme de rythme peut-être un peu plus stroboscopique, là où le film est beaucoup plus fluide. Le cut original de Rémi est beaucoup plus fluide dans ses déplacements. Il y a vraiment une spatialisation qui est beaucoup plus rigoureuse sur ce qui se passe, et donc ça montre en même temps, et ça je pense que c'est tout au crédit de Rémi, c'est qu'il se répète pas quoi. Il se dit, je veux à chaque fois reprendre, je me repose pas sur mes acquis, je vais encore plus loin, je fais autre chose. Encore. Mais il change tout et à la fois tu retrouves vraiment des grosses. Moi par exemple, un truc qui m'a frappé, c'est notamment dans la manière dont le héros Déjà dans le premier Evil Dead, tu avais la scène vers la fin où il descend dans la cave. Alors, là j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus exactement ce qu'il y fait, mais bref, il se prépare pour l'affrontement final, je vais dire. Dans le 2, il y a ce moment où il se prépare avec la tronçonneuse, le fusil. Et là, il y a ce moment où on lui regreffe une main en métal, etc. Et il y a ce côté où il y a les mêmes manières de filmer, les mêmes zooms, Oui. les mêmes. Et donc Et il y a vraiment des récurrences où il garde une cohérence interne. Et surtout, à un moment, il crée des pièges, il crée une machine de la mort à partir de sa voiture. Oui, mais il y avait dans sa voiture, Oui, il y a attends, tout. il y avait des bouquins de chimie dans sa voiture. Voilà. On comprend pas. C'est ça. Mais là, très clairement, le côté effectivement plus parodique est nettement présent. Après, si c'est pas ce que tu es venu acheter, je peux imaginer que ça te dise oh, hop, c'est quoi cette histoire là. Mais d'un autre côté, je ne sais plus ce que je voulais dire avec tout ça. Désolé. Ça, je m'excuse. De toute façon, sinon Vincent me fait signe de passer à la suite. Donc si tu ne sais plus ce que tu veux dire, si tu veux, je passe à quelque chose qui m'excite beaucoup plus. La comédie musicale. Oui. Sauf si tu avais encore un petit mot à dire, Christophe. Mais je pourrais peut-être dire que normalement il y avait un Evil Dead 4 qui aurait dû enchaîner assez rapidement, et l'idée c'était que ça se passe dans le futur et que justement la hache s'associait avec des robots pour affronter les Deadites qui étaient encore. J'aurais peut-être mieux aimé les robots présents. que le truc médiéval dégueulasse Ouais, je à crois la aussi, Jacouille. ouais, je hein, pense mais, Oh C'est là pas là. la Jacouille. Revois les visiteurs et là tu vas ressentir ta douleur. Hein. Vraiment, À la punchline. vraiment. Parce que là, je me rappelle, j'ai un pote qui avait vu, un pote journaliste qui avait vu Les Visiteurs en salle la première fois. Il trouvait le film tellement dégueulasse qu'il pensait qu'il avait vu une copie de travail. Et là, à aucun moment, Rémi ne tombe aussi bas. Donc là, pour l'anecdote, Les Visiteurs est le film qui m'a fait faire le plus de cauchemars quand j'étais petite à cause du début du film. La sorcière. Le début du film m'a fait super peur à l'époque, quoi. Alors que je regardais déjà des films d'horreur à l'époque. je sais pas si vous allez garder ça dans le truc, puisqu'on parle des visiteurs. J'ai une autre anecdote croustillante. Sur Vas-y. le truc, on avait été voir Hellraiser 3 avec des potes en salle. Moi, j'allais sur mes 16 ans, eux allaient sur leurs 15 ans. Je pense que tu as déjà raconté ça, anecdote. Oui, Vas-y, et vas-y. il se trouve que on voit les bandes annonces et puis la salle se rallume et il y a l'ouvreuse qui vient vérifier les cartes d'identité. Les films étaient interdits en moins de 16 ans. Mes deux potes qui étaient loin d'avoir, ils avaient 1 an de différence, on leur dit veuillez sortir. Et puis moi je m'apprête à les suivre et puis elle me dit non, vous êtes né en 1977, vous pouvez rester. Je me suis assis, j'ai jeté un coup d'œil au regard noir de mes potes qui ont été obligés de sortir. Donc je regardais le Riser 3, tout le truc, je sors et puis je les vois revenir tous les deux tout poteaux et je dis vous avez été voir quoi? Ils ont dit aller voir Les Visiteurs. Ah, j'ai une anecdote Evil Dead 2. Je vais raconter. Allez, Avec les dents. vas-y. Je suis désolé, je reviens au 2. Une anecdote. Lors de mon premier visionnage, j'avais 12 ans du coup et j'avais été loué au vidéoclub et je me suis acheté vraiment des chics, des bonbons pour les auditeurs français, mais des trucs bien collants, bien fanbase dégueux, tu vois. française. Et en fait à ce moment-là, donc je mange pendant le film et alors j'avais encore des dents de lait à ce moment-là et en fait pendant le film, c'est vraiment mes dents se sont arrachées. Tellement, mais alors j'ai vraiment un film ultra gore devant moi dans lequel je suis trop bien et vraiment les dents partent en même temps. Ah, mais j'ai la bouche pleine de sang, je me rappelle en descendant et je dis c'était trop bien le film et tout, mais voilà, comme ça vous avez mon anecdote. Voilà. T'aurais regardé la mouche à ce moment-là, t'aurais commencé vraiment à flipper. C'est Là, ça, tu te dis, oui. merde, je me transforme en Un peu gars. de pu qui sort des doigts, tout ça.
Voilà. Désolé pour le. Non, non, mais c'est Voilà. mais moi, ça me fait penser à tous ces films d'horreur que je voulais voir au cinéma, que je ne pouvais jamais voir au cinéma parce que je me faisais jeter du cinéma tout le temps. Parce que vous voyez ma tronche maintenant à mon âge, mais à 15 ans, ça ne passait pas du tout. Et je me suis fait jeter de toutes les salles, de tous les films d'horreur que je devais à chaque fois attendre que la cassette sorte, quoi. C'était très triste, tous ces films que je n'ai pas pu voir au cinéma opéra à l'époque. Alors, nous passons donc à la comédie musicale. Oui. Alors, Necronomicon. The Book of the ça a Dead. été écrit et composé, alors là j'ai dû noter les noms, mais George Reinblatt, Christopher Bond, Frank Chipola et Melissa Morris, avec l'accent Morris. Et alors j'ai lu, ça m'a fait rire que ça a été commis en scène, ça se dit comme ça, Commis. commis en scène, tu vois, commis en scène par Christopher Malheureusement. Bond, Tony Winner et surtout Hinton Battle qui est le démon de la danse dans l'épisode musical de Buffy. Ouf. Et c'est également lui qui joue le personnage de l'épouvantail dans The Wiz en version scène, qui a été repris par Michael Jackson dans la version cinéma. Eh ben, Les effets spéciaux et les maquillages sont assez fous. Ils ont d'ailleurs été faits par Louise Zakarian. Vladimir veut quelque chose à manger. Vu que j'ai oublié les J'essaie d'être popcorn, discret, on a mais des vieux voilà. chips dégueulasses. Non, ils sont très bons, surtout les petits poissons. Là. On n'a pas le choix, donc, c'est parce qu'on n'a pas de popcorn. c'est ma faute. Les effets spéciaux et les maquillages ont été réalisés par Louise Zakarian, qui a bossé après sur Requiem for a Dream, Dogma et Romeo plus Juliette, donc c'est pas n'importe qui non plus au niveau technique. La comédie musicale reprend la ligne narrative des 2 premiers films. Il y a quasiment toutes les répliques cultes qui apparaissent dans le spectacle. Et des répliques du 3. Et du 3 aussi. Du 3. Ouais. Mais surtout, en plus, ça chante et ça danse sur des chansons écrites et composées spécifiquement pour la pièce. Alors, je ne sais pas si quelqu'un l'aurait vu en vrai. Non, J'ai moi, vu des extraits ce ouais, matin. moi, J'ai regardé petit bout j'ai regardé par sur j'ai YouTube. regardé une version 2017 en accéléré. Ouais. Mais moi, par contre, Mais- je veux aller dans la splatter Ah, mais zone. moi aussi, La parce que splatter zone, j'avais c'est- parlé de la Ouais. mais explique-nous un peu la splatter zone. Alors la splatter Marvin. zone, qu'est-ce que c'est? En fait, donc c'est une zone définie. Donc je pense que c'est les 3 premiers Ouais, rangs c'est ça. qui sont définis pour les spectateurs qui voudraient être éclaboussés durant la pièce parce que c'est évidemment énormément gore puisqu'on est vraiment dans l'esprit Evil Dead pour le coup des 2 premiers. Et donc voilà. Donc du coup, je pense qu'on conseille aux spectateurs de ne pas porter de trop beaux vêtements. Je pense qu'ils vendent. Il y a même un merchandising, je crois. Oui. Ils vendent des t-shirts blancs, voilà, en souvenir de la splatter zone où j'ai survécu, I survived de Ouais, splatter c'est vrai. zone. Mais surtout qu'au départ, ils recommandaient de ne pas avoir de belle tenue, mais après, les gens venaient exprès en Ah blanc pour justement oui, se ramasser des giclées de sang. c'est génial. sur, Ça montre quand même à quel point le film a effectivement entré dans la pop culture, quoi, parce qu'à partir du moment où on en fait une comédie, le genre de truc auquel tu te serais pas attendu, et pour le coup, moi, de ce que j'en ai vu, alors j'ai pas tout vu, Mais en fait, Mais j'allais dire juste sur ce point-là que ça fait très théâtre grand guignol. Oui. Pour le Ouais, coup, je un comprends. truc Tout sur à lequel fait. il y a un Ouais, héritage finalement d'Evil Dead. évidemment, Ça oui, se oui, recoupe bien. tout à fait. Il y a un côté Rocky Horror aussi. Hein. Ouais. Oui, 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 Ouais. oui, et en même temps, de ce que j'ai vu, ça, en fait, c'est très détendu comme truc. Donc en même temps, c'est même, c'est pas que l'esprit du 1 et du 2, pour le coup, c'est vraiment le H, c'est vraiment le H du 3. Non. De ce qu'on Ouais, voit. en fait, c'est- il voyage vraiment entre les films en faisant référence à plein de moments cultes. La fin d'ailleurs se finit dans le magasin de Ou Dead d'ailleurs, 3, on, en fait. on lui pose la question, oui, après, donc t'es revenu de la cabane, et qu'est-ce qui ça a été? T'as sauvé le monde comme ça? Puis il dit non, d'abord, je suis repassé, j'ai remonté le temps, et puis je suis rentré, puis après, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, il y a quelques répliques du 3 qui arrivent également dans Oui, les mais- moments de la mais comédie moins- musicale que j'ai vu. Moins que. Oui, ça Ouais, reste c'est quand même, ça, à ça la reste base, c'est quand même la anecdotique, cabane. hein. Ouais, Ouais, on reste quand même principalement dedans, quoi. Mais le H, c'est vraiment le H William Ouais. du Bah, 3. D'ailleurs, hein, les acteurs se donnent pas. Enfin, de ce que j'ai vu, se donnaient vraiment pas mal. Mais alors, l'acteur de H, alors j'ai aucune idée de qui c'est ou quoi que ce soit, mais le comédien, mais vraiment, ouais, il finit à moitié, le truc déchiré, etc. En Et vraiment, il se donne à sang, fond, en sang. ouais. Et comme on en parlait tantôt avant l'enregistrer avec Christophe, il y a ce côté où. Pour les fans, ça avait l'air super niveau des références. Maintenant, bon, est-ce que j'ai envie d'aller voir des gens chanter Necronomicon? Oui. Oui, mais te faire éclabousser Marvin de et sang. moi, on a oui. très Alors- envie d'y aller. Moi, je trouve que les références sont super. En tout cas, Ouais. c'est super pour les fans que Ouais. ce truc existe, mais Il y a voilà. la team comédie musicale, la team Ouais, Army of la Darkness. Mais j'ai lu une super anecdote que la première de la pièce a eu lieu le 14 août 2003 pendant la fameuse panne de courant aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souvenez Oui, de cet épisode. Ah, oui, oui. Et la première, donc finalement, ils se sont retrouvés à jouer dehors. Donc ils ont été joués dans la rue, sans électricité. Donc la musique a été jouée en acoustique. Les bruitages étaient effectués à la bouche dans les coulisses par l'équipe. Et quand le noir est arrivé, parce que c'était le soir, donc quand la nuit est tombée, heureusement c'était en été, donc c'était pas trop tôt, parce qu'il n'y a aucune lumière. Ils ont éclairé la fin de la pièce avec des voitures, avec les
phares des voitures. Et je me dis, ça doit être dingue, tu te retrouves là, panne de courant, les acteurs commencent à jouer ça dans la rue, j'ai des frissons rien qu'à y penser. Quoi. Donc c'est 2003, hein, c'est ça la Ouais, première. Finalement, ça va dans le sens du premier film. Hein, Oui, que complètement quand on dans y l'esprit du pense, premier film. vraiment, Incroyable. C'est 10 ans après l'Armée des Ténèbres. Quoi. C'est Ouais. vrai qu'entre-temps, Ouais, je c'est pense ça. que Sam Raimi essaie quelquefois de monter le 4e, mais sans que ça fonctionne. Entre-temps, j'étais né aussi. Non, c'est ça que Sam petit Sam piou-piou. Raimi a mis des années à s'en remettre en fait de la naissance de Ouais, ça, Vladimir. c'est vrai. Donc, pendant ce temps-là, Sam Raimi après il est parti sur d'autres trucs. Il a fait Mort ou Vif. C'était ça que je voulais dire tout à l'heure. Je m'en rappelle, c'est que en fait certains gimmicks qu'il utilise dans Evil Dead 2 et dans 3, notamment ces séquences qui résument toute une série d'actions et tout ça, on va voir que c'est vraiment quelque chose qui va cultiver énormément dans les films qu'il va faire après, que ce soit Mort ou Vif où tu as quelques duels qui passent filmés exactement de la même manière. Tu as des scènes dans Spider-Man, notamment la fabrication du costume et des trucs comme ça qui sont complètement dans l'esprit dans l'esprit d'Evil Même Dead. un plan Donc, simple, hein, si je me rappelle bien, il y a au moins Mhm. quelques séquences avec la voiture, il me semble, qui rappelle Evil Dead dans la manière dont c'est filmé, mais ouais, je sais ouais. pas en quelle année c'était. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir à quel point, une fois qu'il va sortir d'Evil Dead 3, et puis donc il va là encore, on sent qu'il a envie de changer de genre, Sam Raimi. Ce qu'il va faire Mort ou Vif, il va partir dans un western, l'endroit où tu l'attends pas du tout. Et puis après, il va faire un plan simple, un polar beaucoup plus a priori sage et tout ça. Donc voilà. Puis après, il va même faire un film avec Kevin Costner pour l'amour du jeu, une comédie romantique, tout le truc. Puis il va faire Intuition, où là, il revient dans le fantastique, mais loin d'être dans le grand guignol aussi. Donc il y a très clairement quelqu'un qui a un peu à la manière de Peter Jackson aussi, quand après Branded, il va faire Créature Céleste, qui se dit je peux pas rester dans le même créneau, quoi. Faut que je parte expérimenter ailleurs, faut que je me perfectionne, faut que je travaille. Quel pied de faire ça. Quel pied de pouvoir ne pas rester dans un seul créneau. Quoi. Oui, tout à fait. Quelle liberté, quand même. Mais à ce moment-là, visiblement, ce qui se passe, c'est que et peut-être même Sam Raimi est le seul à ne pas s'en rendre compte, en fait, c'est que la notoriété d'Evil Dead va commencer à le rattraper, en fait. Et que notamment, quand il va faire Intuition, c'est Keanu Reeves veut faire le film parce que c'est Sam Raimi qui le réalise, parce qu'il est fan d'Evil Dead. Et en fait, il y a plein... toute la place qu'il a pu occuper, du coup, dans le créneau du fantastique horrifique commence vraiment à le positionner pour pouvoir accéder notamment aussi au budget de Spider-Man plus tard. Parce que quand Raimi, c'est ça, le lien organique que j'ai avec Raimi est le même qu'avec Peter Jackson, c'est que quand j'ai vu que ce gars fait Spider-Man, on se dit oh merde, c'est trop bien, c'est le gars qu'on a vu faire, on avait presque l'impression dans toutes les histoires qu'on racontait sur lui qu'il a commencé à faire 6 films avec ses potes comme nous, on a envie de faire des films. Exactement. Et là maintenant il accède à des hauts budgets hollywoodiens, il accède de la même manière que Peter Jackson va faire Le Seigneur des Anneaux. Spider-Man, hein. Bah, bien sûr, oui, tout à fait, et qui est complètement Sam Excellent. Raimi d'ailleurs. Complètement, il y a Même, pas un moment où il y a même pas- le 3 qui est moins bon, et il éclate les 90% de la Oui, production c'est- super-héroïque actuelle. Alors, Et tu vois qu'il y a très très clairement une manière de filmer chez Raimi qui est omniprésente. Moi, c'est le traitement des couleurs que j'aime. Mhm. C'est vraiment, tu vois que tu ressens sa patte. Et je trouve que dans Spider-Man, que les autres, maintenant, tout ce qui se fait maintenant en super-héros est très plat, très. Quoi Justement, c'est Christophe qui a commencé. peut-être un c'est point où Christophe c'est qui a quand même, commencé. pour moi, c'est un lien avec C'est- Evil Dead pour finir sur Sam Raimi, Doctor Strange 2. Parce qu'il cite énormément Evil Dead, Ouais. et notamment Evil Dead 2 dedans. Et Mais c'est- c'est très étrange, hein, quand même. Et Ça a du sens d'en parler pour moi. Hein. Maintenant, on peut. Non, mais en même temps, ça va infuser. En fait, ce que je voulais dire aussi avec là, c'est que paradoxalement, il est jamais vraiment revenu à Evil Dead. Alors que il a, par exemple, quand il a fait Drag Me to Hell, c'est sa propre société de production qu'il a fait. En fait, il a les moyens de refaire du Evil Dead sur grand écran maintenant, Sam Raimi. Visiblement, on le plébiscite, puisque, comme Vladimir vient de le dire, on lui demande de citer, dans un Marvel, on lui demande de citer Evil Dead. Et par contre, visiblement, il s'en tient assez éloigné, quoi. Hormis la série TV, mais Justement. dont tu pourrais te dire qu'il aurait pu lui donner une toute autre ampleur, quoi, en fait. Et là, apparemment, il y a quelque chose sur lequel il a peut-être pas forcément envie de revenir, vraiment, de mordre complètement dedans, quoi. Mais justement, ici, donc, on arrive en 2014, c'est sorti en 2015, donc j'imagine que ça a été réalisé en 2014. La série Ash vs Evil Dead, qui a donc été créée par Sam Raimi. Il a d'ailleurs réalisé le premier épisode avec son frère. Ouais, Ted. Qui Et- apparaît souvent dans tous ses films, d'ailleurs. Voilà. Ted Raimi. Comme la voiture. Ouais, c'est un peu comme une pièce, ouais. C'est 3 saisons de 10 épisodes chacune et Bruce Campbell reprend son rôle en version de lui tellement... C'est tellement gai de pouvoir le faire en tant que femme parce que vous pouvez tellement parler des choses comme ça, mais qu'est-ce qu'il est pendant dans la série. Vlad, tu vas nous résumer donc la série. On parle de la série avant le remake alors. Écoute, Ah non, c'est pas pareil, oui, parce moi. qu'on parlait de la série, Oui, donc oui. allons-y. Hein. Ok. Alors j'ai Son fait un petit remake, texte. c'est de la J'ai merde. juste besoin que vous me juste avoir besoin que vous me répondiez à un moment, vous allez vite comprendre. Alors, des années après les événements d'Army of Darkness, Ash Williams continue sa carrière de magasinier
parce que oui, il bosse dans un magasin électroménager dans lequel ils vendent aussi des Ce qu'on voit à la fin du 3, du 3, officiellement. exactement. Officiellement, ouais. avec pour seule devise, chez prix bas. Les prix sont bas. Ah, merci. Shop smart, shop as smart. Je l'ai découvert en VF Evil Dead 3, donc voilà. Mais c'est ça. La VF d'Evil Dead 3 est une des seules VF que je préfère presque à la VO, alors que d'habitude je suis très intégriste là-dessus. Alors Mais que ils ont rajouté plein de petits gags chez les squelettes qui racontent plein de conneries Ouais, tout le temps. oui. Qui amènent Comme Elle est dans belle un comme un Jack. chaudron. Oui, elle est belle comme un chaudron. Elle est belle comme un chaudron. Il y a plein de trucs qui se sont lâchés. Complètement fou. Mais donc on revient à la série. Partageant sa vie entre le travail et ses soirées en solitaire dans sa caravane, son existence ne semble plus avoir beaucoup de sens. Un soir, ivre, Ash se met à lire un passage du Necronomicon toujours en sa possession. Pourquoi et relance donc une invasion de démons en tout genre, accompagné de 2 collègues, Kelly et Pablo, donc 2 nouveaux personnages, mais surtout de son fusil à canoncier et de sa tronçonneuse. Ash est fin prêt à devenir j'espère rouler l'air, la légendaire tueur de Deadites, Groovy. Voilà. Mais oui, mais c'est ça en fait qui est génial avec cette série, rien que ce concept de base, de se dire il rentre éclaté, tu vois. Et je veux lui dire de la poésie, tu sais pas trop, il bourré le gars. En plus, sa séquence est trop marrante parce qu'il s'en souvient pas. Et au moment où il se demande pourquoi il y a des choses étranges qui se passent autour de lui, tout d'un coup il se rappelle, il fait oh merde, c'est vrai que j'ai fait ça. Alors moi, je sais pas, il y a quelque chose dans cette série qui me la rend super sympathique et pourtant j'ai du mal à comprendre exactement pourquoi, sauf peut-être que c'est peut-être le Evil Dead que j'aurais pu écrire quand j'avais 15 ans en fait. C'est-à-dire que le concept de base même de Ash qui est juste complètement pété parce qu'il essaie d'impressionner une nana qui récite ça n'a aucun sens, mais ça me rappelle des petites parts de jeux de rôle qu'on pouvait improviser avec des potes du genre on va se faire un truc à la Evil Dead dans une maison et ça commence comment il est trop con, il a trop bu et il fait le truc et en fait j'ai vraiment l'impression de retrouver un peu ce truc là. D'ailleurs, histoire de poursuivre l'histoire de l'été de mes 16 ans tant qu'on est dedans, c'est quand la série est sortie, que l'épisode pilote a été diffusé, j'ai repris contact avec mes 2 potes de l'époque et on s'est fait on a été chercher des pitas comme on se les bouffait à l'époque et on s'est maté les 3 premiers épisodes de la série parce qu'on s'est dit non, Ash versus Evil Dead Kyria, faut qu'on se le mate quoi, faut qu'on se le mate ensemble. Mais après le côté fan film, je suis assez d'accord avec toi Vlad. Mais je trouve que ça s'essouffle déjà dans la saison. Moi je sépare la saison 1 de la saison 2 et 3. Ouais. Clairement, la saison 2 3, moi, c'est j'aime ça. pas du tout, à vrai Non. dire. À la saison 2, moi, je me suis vraiment essoufflée. Je me suis un peu forcée à regarder la suite. Et je disais à Vincent, je n'ai pas vu les tout derniers épisodes. Je ne les ai même pas regardés. Et ici, je voulais le faire cette semaine. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas vu la fin de la série. J'étais lire un peu comment ça se terminait. Mais je n'ai pas vu la fin parce que j'ai vraiment craqué. J'ai craqué. Et toi, Marvin? J'ai pas vu la fin non plus. Non, tu vois, Je pense que je me suis arrêté début de la 2, je crois. Ouais, Parce qu'effectivement, il y a un sentiment de. Pour moi, on tire un peu le truc. Et puis. Voilà, je trouve que la saison 1 est très très bien construite et tient vraiment le coup, mais après, ça s'essouffle, ouais, tout à fait. Par contre, formellement, au niveau visuel, c'est top, c'est magnifique. Oui. Au niveau des giclées de sang, ouais. il y a un des épisodes, ça fait longtemps, où Pablo se prend une mare de sang dans la gueule. Je crois que c'est le premier épisode, c'est le premier ou le deuxième épisode, il se prend. Mais vraiment, il y a une scène que j'ai vraiment, mais je n'arrive plus à resituer l'épisode, où il se prend mais vraiment une mare de sang dans la gueule et je me suis même dit waouh, c'est quand même super cool qu'on accepte ça. Enfin, c'est débile, mais je trouve qu'il y a tellement maintenant dans certains films d'horreur parfois petite réserve en fait au niveau des giclées de sang. Je trouve que là on y va, ouais. Je crois que c'était le contrat grand guignol du truc qui était placé depuis le début. Moi par contre j'aurais plus de réserve sur la forme, hein. Je trouve que le côté sang numérique, tout le machin qui est assez la photographie est vraiment dégueu. Moi je trouve qu'elle n'est pas ne fait pas la photographie. Pour moi, pour le coup, ce que tu disais sur le 3, moi je le ressens vraiment ici, ce côté même dans la saison 1 que j'aime bien, hein, la photographie qui me dérange vraiment maintenant. C'est une série, même dans la première saison, où je trouve que pour les fans, elle est géniale parce qu'elle se suffit vraiment bien à elle-même. En fait, je trouve, malgré un final qui appelle évidemment à une suite. D'ailleurs, la fin, je peux spoiler la fin de la saison 3 où la fin de la saison 3 amène justement un truc futuriste qui n'aura. Ah oui, il fait le lien avec. Alors, jamais lieu, si ce n'est qu'a priori, il va peut-être y avoir une suite en série d'animation. Ouais. Voilà. Mais apparemment, ce qu'il y a, c'est que aussi, je pense qu'il y a une grosse lassitude parce que je pense que visiblement, ça a été très difficile pour Bruce Campbell de faire la saison 3. Il commence à se faire chier visiblement. Enfin, ça se il a dit qu'il arrêtait là maintenant. Oui, il a dit H maintenant, c'est rangé, c'est mis de côté. Moi, c'est une série pour laquelle en fait déjà, alors c'est bête, hein, c'est un argument qui vaut ce qu'il vaut, mais elle m'est sympathique parce que c'est des épisodes de 30 minutes et c'est un format que j'adore. J'en peux plus des séries qui font 1 heure par épisode là-dessus. Donc déjà, du coup, ça me permettait en fait de me les enchaîner très facilement là-dessus. Alors après,
ça mange pas de pain, tout le truc, mais je trouve qu'il y a un côté. D'ailleurs, Bruce Campbell regrettait, ils ont travaillé, c'est une chaîne qui s'appelle Stars, je pense, qui a produit le truc, et qui disait on aurait dû avoir plus de moyens que ce que cette chaîne permettait d'avoir. Et apparemment, sur la première saison aussi, Sam Raimi a bouffé une grosse partie de l'intégralité de l'argent de la saison pour son pilote, et a laissé très très peu de moyens, en fait, visiblement, aux 9 épisodes qui sont venus après. Et je pense que ça peut se sentir aussi, parce qu'il y a des trucs qui font plaisir dans l'épisode pilote, la scène de la tronçonneuse, le truc où tu sens effectivement que Rémi se lâche un peu, mais j'ai toujours un peu l'impression, c'est sympa, mais j'ai l'impression de voir Sam Raimi en pantoufle, en fait, un peu dans le pilote. C'est un peu, ouais, ça va, de toute façon, là, je sais comment je fais tout le truc, sans mordre spécialement dedans, même si on a un Ash Williams, pour le coup, qui est vraiment dans le prolongement de celui du 3. Mais je trouve qu'à ce niveau-là, il y a quand même je suis de manière content de voir que cette série existe, parce qu'en fait, quand je l'ai vu arriver, ça me semblait tellement impensable de voir autant j'aurais plus cru un Evil Dead 4 qui a vraiment une série de ce type-là. Mais alors, justement, parce qu'on en parlait tantôt en off, mais en 2007, Bruce Campbell a réalisé un film qui s'appelle... je deviens un peu pro comme ça. Bruce Campbell a réalisé un film en 2007 qui s'appelle My Name is Bruce, qui est donc un film où Bruce Campbell, qui est en fait théoriquement presque le même postulat de départ que la série. En fait, Bruce Campbell, donc, pas le personnage, l'acteur, vit dans une caravane tout seul, et il se bourre la gueule tous les soirs. Et un jour, il y a un mec qui vient le chercher, qui fait dire ouais, faut que vous veniez m'aider dans notre village, on est attaqué par un monstre. Et il se dit, un fan. Donc il le suit dans un village de fans d'Evil Dead. Je peux te l'emprunter? Oui, bien sûr, parce qu'il est devant nous là. Cool, merci. C'est pas spécialement bien, mais ça existe. Mais il y a Bruce Campbell. C'est un peu le souvenir que j'en ai, parce que vraiment, donc il arrive dans un village où il se dit les fans. Sauf qu'en fait, il y a effectivement vraiment un genre de démon ou quoi dans le village, et donc il va devoir vraiment affronter un démon. Alors le truc, c'est que je trouve que autant visuellement que dans la manière dont le personnage est traité, ça ressemble vraiment très fort à ce film-là. Et même, on en parlait tantôt aussi, il y a un documentaire qui est présent sur la plateforme Shadows, qui s'appelle Hail to the Deadites, qui est donc fait par des fans d'Evil Dead, et c'est un documentaire sur les fans d'Evil Dead. Et tu vois comme nous, notre rapport à ça ici en Belgique, une fois, on n'est pas du tout en raccord avec ce côté fan. Ici, on n'a que des fans évidemment, mais je veux dire, c'est que aux États-Unis, il y a des fans pour tout. Mais alors là, vraiment, Evil Dead, c'est un truc en fait qui a l'air assez énorme là-bas, mine de rien. Et que tu vois, en fait, et d'où le fait que je trouve que Ash vs Evil Dead, pourquoi notamment aux États-Unis en termes de critiques, ça a très très bien marché. C'est ce côté justement où t'as l'aspect fan qui est poussé à fond. C'est parfois tu fais revenir des caméos d'anciens personnages du premier. Je pense que Cheryl, qu'elle s'appelle dans le la sœur revient dans la saison 2. C'est ça, dans la saison 2. On crée un background autour de Ash, on lui donne une fille, on lui donne un père. Et moi, ce que j'aime pas trop d'ailleurs, qu'on commence à développer à ce point-là. Même si c'est l'imageur qui fait le père, c'est l'homme qui tombe à pic et qui valait 5-6 milliards, je sais pas. C'est le père de Ash, quoi. Voilà. Mais en tout cas, autant dans la première saison, je trouve qu'on a un personnage qui est relativement raccord avec effectivement ce qu'on a vu dans la trilogie. Là où dans les deux saisons d'après, il y a quelque chose qui fonctionne moins bien, je trouve. Vraiment à ce niveau-là. Je ne retrouve plus je trouve le personnage devient juste un con, en fait, parfois. Mais vraiment juste un con, quoi. C'est ce que j'allais dire, oui, tout à fait. C'est peut-être le truc. Alors, je prends ça avec distance, mais c'est vrai que dans la série, c'est vraiment juste qu'un vieux con blaireau, en fait, mais c'est vrai, c'est la seule chose qui le caractérise. Alors oui, il accomplit encore des exploits gore. Je crois que c'est dans la saison 2 ou la saison 3, à un moment donné, qu'il est pris dans un colon, il doit sortir ça. Voilà. Mais tu sens le côté hyper régressif du genre, allez, on va se la jouer un peu caca-proust, on va mettre du gore, on va faire du grand guignol, on va faire. Mais en même temps, et c'est peut-être ça aussi qui est très... on va dire décevant pour le côté Evil Dead, c'est que par contre justement là où la forme, il y avait toujours des défis formels dans les films, quels qu'ils soient, quoi, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Et là ici, tu as juste l'impression que c'est un peu de la télévision pépère, quoi. Où tu restes quand même dans quelque chose d'assez plan-plan, de pas toujours très inspiré, même s'il y a des choses qui me plaisent bien dans certains délires. C'est plus au niveau de l'audace des effets. Moi, je trouvais qu'il y a beaucoup de choses que tu vois maintenant sur des plateformes qu'on ne citera pas, qui sont assez gentillettes, tu vois, à part dans du cinéma coréen ou quoi, dans de l'horreur, où là tu vas vraiment avoir des trucs moi, qui vont vraiment me parler en termes de gore. Je trouve que beaucoup de séries américaines d'horreur, moi ça manque de ce côté sang dans la tronche. Mais comme c'est du sang numérique, moi ça me parle moins, en fait. Mais ça on est d'accord, c'est comme les Jurassic Park, Jurassic World, c'est pareil, hein, dès que ça devient un petit peu trop numérique, c'est un peu dégueulasse, mais... ça aurait pu, en tout cas moi je sais que quand j'ai revu le pilote hier ou avant-hier et tout ça, c'est aussi, c'était déjà mon
mon ressenti quand j'avais vu la série ça fait un petit temps déjà, mine de rien, que j'avais vu les pilotes, mais là ça me sortait encore un peu plus le numérique, ça a tendance à vite mal faire la pâte à vieillir. modeler, Alors c'est souvent clair. généralement c'est déjà un peu vieux quand ça sort, hein, le numérique parfois. Mais là ouais, tu le sens un peu, les giclées, tout le truc, c'est rigolo. Moi de temps en temps je regardais ça en bouffant des chips, c'est très Ouais, bien c'est pour ça, bouffer des c'est chips bien. en fait. Voilà. Le format parfait. Mon seuil, moi, était, après je laisse Vincent parler du remake, mais mon seuil de tolérance s'est arrêté où j'ai regardé Cannibal Holocaust et Green Inferno en bouffant des pâtes à la sauce tomate, et là Mais j'ai quelle dit, idée aussi. là je pense que j'ai atteint mon degré je ne pourrais pas aller plus loin que ça. Cela dit, juste un dernier truc moi, que j'aurais à dire quand même sur la série à titre personnel, c'est quand même, notamment dans la saison 1, ce plan vers la milieu de la saison, fin de la saison. Alors je ne sais plus qu'est-ce qui se passe exactement, mais on voit la main de Ash possédée d'Evil Dead 2 marcher sur une colline, et en fait arrive en haut de la colline, on voit la cabane d'Evil Dead où se termine la fin de la saison 1. Et moi ce plan, je me rappelle que c'est dans les moments un peu fan, juste le petit plaisir. Je me rappelle avoir eu un oh. Bah, c'est vrai que le retour à la cabane, c'est dans la saison, ça- la saison la 2, saison 1, c'est dans la saison 1. Oui, c'est Ah, vrai que ça fait un plaisir tu fou. dis oui, ça c'est- fait du bien, quoi. mais Ouais. ça caresse dans le sens du poil. Ouais, aussi, mais en hein. même temps, Oui, moi, mais je m'attendais en pas même du tout temps, pour le ça coup. marche, tu vois, Ça c'est, marche. Ouais, Oui, c'est super. oui, oui. quoi. On n'évoquera pas la main qui tue ce soir, mais non, Oui. on va parler beaucoup aussi. Tiens Vincent, je te passe le micro. Et donc là maintenant on va enchaîner sur le remake, puisque en fait il y a eu un remake de Evil Dead, c'était en 2013, un film réalisé par Fede Alvarez. Alors je crois que non, je crois pas, en fait je le sais, Sam Raimi, Bruce Campbell et consorts, je pense que Robert Tappert est là aussi, Mhm. sont associés Oui. en fait à la Ouais, production. ils produisent. Et en fait, voilà, il y avait eu, comme vous disiez, ces projets de Evil Dead 4 qui étaient dans les cartons, etc. Ben, finalement, voilà, on s'est retrouvé en fait avec ce projet de remake qui est. Et alors là, je le déplore encore une fois, mais j'ai l'impression qu'il y a encore une scission autour de la table. Marvin, toi, ton avis Ah, moi, sur le remake? j'aime assez bien le remake. Ah oui, donc J'aime- t'es toute seule, Caro. Ouais, j'aime bien le remake, oui. Ben voilà, qui est un film plutôt cool. Mais si tu veux, vas-y. Oui, te je laisse en trouve parler, ça effectivement plutôt cool. Et bien que ce soit évidemment beaucoup plus, je trouve, premier degré, évidemment, on est beaucoup moins dans la parodie. Et c'est la C'est ça scission qui me vient dérange. certainement de là. Bah oui, c'est ça, oui, oui. Clairement, oui. Et mais voilà, moi je trouve que c'est généreux en termes d'effets, en termes de gore. Après, voilà, l'espèce de petit préquel l'espèce de petite introduction avec le démon dans la cave, tout ça. voilà. Je crois Voilà. que Chris est d'accord avec toi Est-ce là-dessus. nécessaire? Je sais pas Est-ce trop. nécessaire, Voilà, effectivement. oui. Mais après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la générosité du Mm. film, et notamment dans sa scène finale qui fait écouler des litres de sang. Je pense Oui, que oui, d'ailleurs, oui. la scène finale a le record, je pense. Littéralement, oui. Il y a la scène du la plus liquide. Alors, oui. je vais juste peut-être repréciser. Donc, on parle de remake, on parle bien du remake du premier volet. Donc, on Ouais. parle bien d'une bande de jeunes. Ils sont 5 à aller dans un chalet perdu dans les bois pour une raison que je vais vous laisser évoquer là, parce que c'est important pour ce que raconte le film, il me semble. Et donc, qui petit à petit, il y en a une qui va se faire posséder, et petit à petit, ils vont mourir les uns après les autres de façon les plus horrible qui soit. Mais voilà, là, je passe la parole peut-être à Vlad, parce que je sens que Christophe a des tas de choses à dire. Je vais peut-être le laisser pour la fin, parce que je sens qu'il va en dire des choses. Concernant mon avis Oui. déjà sur le film, Oui, je t'en prie, alors vas-y. je crois que c'est un film, je l'ai revu récemment, je l'avais pas revu depuis sa sortie. En fait, j'avais été le voir au cinéma, je l'avais énormément attendu, je me rappelle. Quand je l'ai sorti du cinéma, je sais que j'étais un peu mouais, enfin genre plutôt mouais plus. Là, je serais plutôt mouais moins, mais en même temps, il y a plein de choses où je compare par rapport à plein d'autres remakes. Je trouve que c'est un film qui est pas honteux de manière Ouais, générale. Ça, je sais pas que c'est un film raté ou quoi que ce soit. Maintenant, je trouve que c'est un film qui c'est intéressant de prendre le point de vue justement de vouloir faire un film qui soit déjà conçu de la même manière que l'original. Quand Sam Raimi il lance ce projet, l'idée c'est quand il va chercher Fede Alvarez, qui est je crois était connu uniquement pour des courts-métrages YouTube Mhm. type post-apo, enfin pas post-apo mais destruction de ville, etc. On se dit ok, on va essayer de recréer un remake d'Evil Dead dans l'esprit. Ok, on prend aussi un réalisateur qui est pas spécialement ultra expérimenté. Et j'aime beaucoup cette idée aussi de partir dans l'idée, on va partir dans le point de vue original, c'est-à-dire faire un film d'horreur 100% horreur, même si dans le premier Evil Dead on est d'accord pour dire qu'il y a de la comédie et tout. Mais là je trouve qu'autant dans le premier Evil Dead t'as quand même encore ce doute t'as quand même clairement des événements humoristiques qui sont quand même placés ça et là où ici il est très premier degré. Et je trouve que dans sa manière de citer constamment malgré tout le premier Evil Dead, il manque un peu de personnalité, même si la scène de fin est effectivement vachement cool. Ouais. Donc c'est Voilà, ça, plutôt c'est mon avis plutôt global. plus Voilà. la scène de fin, mais le moins c'est les citations d'Evil Dead, quoi.
je trouve le film bien foutu en termes de réa, etc. Je trouve juste qu'il manque pas mal de personnalité finalement, et que ces grandes forces lui viennent en fait de plans, d'images ou de scènes qui viennent de l'ancien, quoi, en fait, C'est ça, simplement. moi, je trouve que c'est très bien fait, mais ça manque de groovy. ça manque d'une patte, ça manque d'un point de vue, ça se prend extrêmement au sérieux pour moi. Et je pense que oui, il me manque le côté léger que je voudrais dans ces... C'est pour ça que je vais préférer la tournure de la série que la tournure de ce remake, qui pour moi est vraiment une pâle copie trop sérieuse de fans de cinéma, quoi. Alors, je vais juste dire rapidement, parce qu'après, je passerai la parole à Christophe, parce que je sais qu'il pense à peu près la même chose que moi, que, en fait, dans le courant des productions horrifiques de l'époque, je trouve que c'est un des meilleurs. Ah, voilà. D'accord, pour ça. On est d'accord. Je Surtout reste par là-dessus. rapport au remake d'une manière générale. Je trouve que Ça, je suis d'accord. je suis entièrement d'accord par rapport à ce que tu viens de dire, hein, Carole. Il y a, en même temps, ça montre à quel point Evil Dead sans Rémi, c'est difficile. Parce que c'est sa patte, c'est sa manière de filmer, tout. Alors, en même temps, et tout ce qui a été dit aussi ici, le fait est que c'est le paradoxe, hein. D'un côté, ils essaient de s'en éloigner avec un côté premier degré qui en même temps est assez tendance à ce moment-là dans l'horreur. C'est quelque chose que... Et là aussi, je suis entièrement d'accord avec Marvin sur la première scène, je ne comprends pas son utilité. Où là, d'un coup, on est dans une espèce en plus de trucs un peu façon torture porn, machin, où tu te dis, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans en fait, ce côté, on te montre la souffrance du personnage, tout le truc. Mais c'est très ancré dans son époque. Tout à fait, oui, c'est assez typique de cette... Et même de ce courant horrifique, que moi personnellement, dont je ne suis pas un fan du tout, hein, ce côté, on va te montrer la souffrance des gens, on va insister sur leur douleur, tous les courants post-so, post-stel, avec lesquels moi j'ai pas mal de problèmes, parce que justement, ça tarde beaucoup sur la douleur, le truc, mais finalement, tu proposes quoi en contrepartie, quoi? Pourquoi autant de douleur pour si peu de fantastique ou si peu de cinéma, en fait, au bout d'un moment. Et donc la première scène, et d'ailleurs on comprend pas ce qu'elle fout là, parce qu'on n'en reparle plus du tout après. Pour résumer la scène pour ceux qui n'ont pas vu le film, on voit quelqu'un, un possédé ou une possédée qui se fait brûler vive par des gens qui veulent éliminer le mal. Mais après cette scène là, les gens disparaissent. Par contre, on retrouve le cadavre calciné dans la cabane, les protagonistes retrouvent la cabane, mais le Necronomicon est encore là, tout le truc. Donc tu te dis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens ont brûlé quelqu'un, puis ils sont partis en laissant tout là. Et moi dans mon souvenir, en fait, quand je l'ai vu au cinéma, je pense... Dans mon souvenir, ça expliquait en fait l'origine du mal, en fait. Et puis en le revoyant, je me suis dit mais non, pas du tout. En fait, la scène n'a vraiment aucun intérêt. Oui, ça. Et ouvrir le film là-dessus, ça n'a pas de sens. Quoi. Et puis après, toute la démesure de Rémi. Et justement, là pour le coup, formellement, le film innove pas spécialement. T'as pas spécialement d'idée de mise en scène. T'as des variations sur les scènes qu'on a déjà vues. Parfois, on te fait des clins de genre est-ce qu'ils vont prendre la tronçonneuse ou pas? Ou la fille, on a un protagoniste dont la main est contaminée, puis elle se tranche le bras avec un couteau à viande. C'est exactement ce qui se passe dans le 2, mais filmé effectivement en même temps à la fois plus premier degré et plus grand guignol. C'est un peu difficile de savoir sur quel pied on danse ici, mais je trouve qu'en même temps il y a au moins quelque chose il y a un postulat moi dedans que j'aime bien, qui pour le coup est assez original, notamment dans le cas du remake où on part du principe que en fait les personnages donc ados ne viennent pas dans une cabane parce qu'ils veulent passer simplement du bon temps, ils viennent parce que en fait ils veulent qu'une de leurs amies soit désintoxiquée, quoi. Elle est en cure et tout le truc. Moi je trouve que c'est une idée super. Pourquoi? Parce que déjà pour une fois on a des ados qu'on ne présente pas, ou des jeunes adultes qu'on ne présente pas juste par le biais on est fun, on se marre et tout le truc, parce que ça j'en ai marre. Ou alors on est là parce qu'on a juste tous envie de niquer. Oui, on a tous envie de niquer. Et je trouve qu'en même temps, là où on avait évoqué quand on parlait de Vendredi 13 du fait que tous les personnages dans le remake de Vendredi 13 étaient extrêmement antipathiques, là c'est pas le cas. Ils ont tous une raison d'être là, et donc du coup ça m'amène moi. Je me souviens qu'on s'était retapé ce remake de Vendredi 13. Oui, c'est ça, on est quand même au-dessus ici. Et aussi avec une idée, mais qui aurait même pu être plus cultivée en fait, c'est de... Et je trouve que c'est pas mal, ça lance le film sur des prémices intéressantes, de se dire, mais alors quand la possession du personnage arrive, puisque c'est évidemment la personne qui essaie l'ex-drogué qui est possédé, c'est que les personnages ne reconnaissent pas les symptômes parce qu'ils pensent qu'elle devient hystérique à cause du manque. Et je trouve que c'est une idée qui aurait été intéressante de développer encore davantage, quitte après à partir dans une démesure fantastique plus importante, mais au moins il y a un postulat, je dis, il y a quand même une idée. Oui, mais en même temps, est-ce que c'est de ça qu'on a envie avec Evil Dead? En fait, moi le problème que j'aurais par rapport à ça, c'est ce côté où, en fait, je suis d'accord, c'est bien de trouver une justification à leur présence, et effectivement, ça justifie le fait qu'au début, qu'ils ne croient pas à quelque chose de surnaturel dans le comportement de leurs potes.
Mais c'est ce côté où, dans le film original, ils étaient déjà bien cons dans le film original. Ici, il y a des moments où, dans l'écriture, ils sont pas toujours les plus intelligents, notamment le personnage, je l'appelle le hippie, enfin le blond. Oui, je dis, c'est le Jared Leto du pauvre. Ouais. Par contre, il joue dans le film Spring, qu'il faut que vous voyez absolument. Voilà. Bref, Mais si seulement il y a un Jared Leto du riche, en fait, aussi. Oui, c'est ça. À chaque fois qu'on parle Jared Leto, un enfant pingouin meurt sur le banquise. Oui. Un bébé Je pingouin, pardon. déteste ce type. Moi aussi. Bref, tout ça pour dire, je trouve en fait qu'il y a aussi ces moments où les personnages peuvent être assez cons, mais bizarrement, les personnages du premier Evil Dead ne me dérangent pas dans leur conneries, là où ici, ça me dérange. Maintenant, comme je dis, je trouve le film est pas du tout honteux, parce que là, on pourrait croire que je le défonce et tout. Tu parles du fait que ce personnage lise le truc à voix haute, alors que tout Ouais. indique qu'il ne doit pas le Ah faire. oui, qui le décalque, Il y a machin, des- et qui continue en plus Oui, à oui, faire ses il y a des trucs, gros mais- messages disant surtout ne le lis pas à voix haute, C'est et ça. puis lui il décalque pour dire les mots petit à petit. Et pour moi, Effectivement. un problème que j'ai avec le film, mais qui C'est je le pense aussi Candyman, qu'Evil Dead, je pense aussi qu'Evil Dead est un film entre guillemets impossible à refaire. C'est justement parler de ce côté, le film qui fonctionne avec ses défauts, qui obéit à ses propres codes en fait, et qui fonctionne avec ses incohérences en fait. Et là ici, en citant constamment Evil Dead, que ce soit avec la main ou autre, etc. En fait, il n'y a pas d'autre raison que d'être là que de citer le film. Et dans le film lui-même, je trouve que ça n'a pas, dans le remake lui-même, ça n'a pas spécialement de raison d'être là. Et en parlant des incohérences, je trouve que justement un des trucs que fait bien le film, là en l'occurrence, c'est de donner corps en fait au mal, ce qui n'existait pas vraiment en fait dans le premier film, où je disais justement, j'arrive pas à comprendre ce qu'est cette entité, comment elle se transmet d'un individu à un autre, alors que là, tu as l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre du parasite. Il y a quelque chose qui prend corps, qui passe de corps en corps, et donc tu te dis, mais tu arrives en fait à avoir une lecture des événements et te dire, ah, le personnage que je suis là, s'il ne fait pas ça, il ne sera pas infecté, etc. Et de pouvoir te dire ça, tu as une lecture plus claire des En fait, événements. il y a quelque chose là-dedans qui me rappelle. Alors, la comparaison est peut-être un petit peu hasardeuse, mais il y a un peu de ça aussi dans le remake récent d'Hellraiser. C'est-à-dire une tentative en même temps de dire on va quand même essayer de s'éloigner de certaines choses du premier, de parfois développer des éléments mythologiques d'une autre façon et tout le truc. Mais à un moment donné, tu dis mais au bout d'un, qu'est-ce que tu concernes finalement du projet de base ? Pourquoi appeler ça Evil Dead ? Je comprends, c'est cette idée de se dire mais si tu fais un Evil Dead, à partir du moment où tu t'en éloignes dans les principes, dans ton précepte, moi je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai qu'après, par contre, chaque fois que tu cites le film d'origine, j'ai l'impression que t'as pas de raison de le faire. Donc, C'est un peu la même chose avec Et- le remake de Candyman. Je sais pas si vous avez vu. oui, je oui, l'ai mais en fait, ce sont souvent des trucs. C'est un peu paradoxal parce que tu veux. Et en même temps, je crois que je préfère cette optique-là de se dire on va réinvestir le truc, on va proposer un regard différent sur le film, on va essayer de le faire différemment. Mais en même temps, il va pas spécialement au bout de sa démarche parce qu'il se retient, tu vois, du genre non, il faut quand même montrer quelqu'un qui se coupe le bras. Finalement, alors je trouve à la qu'ils fin. intellectualisent trop en fait. Je sais C'est pas c'est s'ils des films intelli- qui doivent parler aux tripes. Oui, et là, c'est- il faut expliquer. Enfin, Je pense que c'est aussi d'une manière d'être sûr que le fan qui va venir en se disant je vais voir Evil Dead va quand même avoir sa dose de référence, c'est de ça. clin d'œil à ce qui se passe dans le premier. D'autant plus qu'il y a aux deux, aussi, trois, il y a aussi ces clins d'œil très appuyés au style de Rémi. Ça, c'est peut-être ce qui m'a le plus dérangé. En fait, montrer une tronçonneuse, j'ai envie de dire, c'est le clin d'œil, ça va. Et puis en même temps, tu es dans une cabane au fond de la forêt, il y a une remise, il y a une tronçonneuse dedans, ça te semble logique, tu vois, ça va, tu peux l'accepter. Mais quand ils commencent à faire des proto-shaky cam comme dans le film original, j'ai envie de dire, Oui, là, tout à coup, j'ai l'impression que ça n'a rien à foutre là. ça cadre pas, et c'est vrai que et en même temps voilà, il y a une intention qui me paraît. Je trouve que Fede Alvarez, même Don Breath qu'il a fait après, c'est plutôt un film qui me plaît, d'ailleurs que je pense que c'est Robert Tappert qui l'a réalisé, donc je pense qu'effectivement le gars sait ce qu'il fait, et ça vaut le coup. Et encore une fois, même en tant que film indépendant, il a son charme, quoi, clairement. Mais je peux pas empêcher de me dire que justement, même en termes de rythme interne, les références qu'ils font au 1, au 2, au 3, j'ai toujours l'impression que ça me sort du film, en fait, plus que me laisser rentrer dedans. Même à la fin, finalement, parce que oui, le démon se personnifie à la fin, mais c'est encore un doom maléfique du personnage principal. Donc en même temps, on est aussi dans une référence à Evil Dead 2 et 3, où il y avait déjà ce cas de figure-là qui se présentait. Et c'est similaire en fait à l'apparition, la seule apparition de Bruce Campbell dans le remake, qui fait aucun sens. Oui, c'est vrai. Il apparaît parce qu'à la fin du générique final, on a le visage dans un clair-obscur de Bruce Campbell qui dit groovy, qui se retourne vers la caméra, il y a un zoom sur son visage et puis ça s'arrête. Fini. Ouais.
C'est pour prendre son cachet. Mais ça me donne vraiment l'impression de se dire on peut pas faire un Evil Dead sans en même temps mettre un petit peu Bruce Campbell Ouais, dedans, c'est sinon C'est les gens bizarre vont parce que lui-même disait justement qu'il voulait pas, alors qu'il a la Ouais, production, c'est qu'il ça. voulait pas apparaître dedans, etc. Et donc c'est bizarre. On dirait que c'est vraiment pour satisfaire les fans. C'est pour ça que Ouais, vraiment, ouais. que j'ai pas. C'est pas un film c'est un film que je trouve pas fondamentalement raté. Je trouve ça, enfin, en tant que film lui-même, maintenant, je trouve qu'en tant que remake, il reste quand même dans ce symptôme de. Bah, il vit dans la citation en fait. Et ça, c'est un truc qui moi me dérange parce qu'il est un peu trop. Maintenant, je trouve qu'il y a pas mal de choses à sauver dans le film. Je trouve que les décors sont particulièrement beaux. Je trouve Oui, que les oui, bois oui, sont il y vraiment a très bien foutus, etc. Par contre, un truc qui m'a particulièrement frappé la première fois, ça vous a pas étonné que tout le film ils disent ouais le démon qui va sortir, qui est donc le double finalement effectivement doit dévorer 5 âmes machin. Bon finalement le monstre sort du sol. Bah finalement un coup de tronçonneuse dans la tronche, voilà. En fait tu te dis mais bah en fait du coup c'est Ça pas pour ça, quoi. c'est juste un zombie en plus, enfin un Dylan Oui, en plus, quoi. oui, c'est vrai que Enfin je vais pas faire seulement Ouais, un coup de c'est ça. tronçonneuse. Mais voilà, enfin Mais avec tout ça, qu'est-ce qu'on attend du nouveau qui va sortir? Evil Dead Rise, Ça fait peur. réalisé quand par même, je hein. sais pas qui. Oui, je sais pas L'affiche qui- fait peur, moi je trouve. L'affiche Ouais. fait peur dans le Moi, mauvais j'ai sens. vu Quoi. le trailer, Ouais. ça m'excite pas beaucoup. Hein. Oui, pareil. De ce que j'en ai compris, on sort enfin de la cabane dans les bois. Hein. Ouais. C'est ça. Oui, Ouais. c'est un univers urbain. Là, apparemment, c'est pas un Dans appartement. un immeuble là, C'est ça. j'ai pas vu Oui, la bah bande-annonce oui, de c'est Scream, Mais après, C'est- c'est toujours un peu le problème. Moi, la première fois que j'ai eu le bonheur de collaborer avec vous quand on parlait de Star Wars, j'en étais arrivé plus ou moins à la même conclusion. Alors, d'un autre côté, Stop ou C'est- encore? mais oui, mais c'est stop ou encore. Mais c'est-à-dire que alors oui, c'est comme je dis, moi, quand Ash versus Evil Dead la série est sortie, j'étais super content de revoir ça avec des potes, de me dire les gens avec qui j'avais découvert ça 20 ans plus tôt, de se dire ah, c'est encore là quoi les gars, c'est cool. Et en même temps, j'ai envie de dire ouais, mais en même temps, est-ce que c'est encore si cool que ça quoi? Est-ce qu'on passerait pas à autre chose? Bah, là, surtout C'est- qu'en 10 ans, on a quand même eu pas mal d'Evil Dead. Hein. On a eu il y a 10 ans, il y avait Evil Dead Remake, il y a la série, il y a même un jeu vidéo qui vient de sortir encore. Il y a le nouveau. Le Encore nouveau. un, tu te dis, bah, c'est bon là, un moment, tu vois. enfin. Oui, et puis surtout maintenant, au bout d'un moment, comme on l'a dit, c'est si t'as pas Sam Raimi, si t'as pas la réalisation, si t'as pas l'ampleur, si t'as pas la tentative d'expérimenter, l'envie d'être de plus en plus ambitieux de film en film, et quelque part tu finis par prendre le dénominateur commun, enfin quelque part le plus basique en fait de chaque film. Et c'est quoi de ce qu'on a l'air de voir dans le nouveau? Bah oui, on change un petit peu le décor, mais ce qu'on voit du trailer c'est pas spécialement excitant. Ouais. Et c'est quoi? Ah bah c'est quelqu'un qui voilà, le Necronomicon est évoqué, il y a des démons qui arrivent, mais à ce tarif-là, je regarde Démon, je regarde Démon 2. C'est ça, c'est ça, Je veux dire voilà quoi, c'est Ouais, ouais, moi, le scénario m'a fait penser à Démon 2 justement Ouais, dans un ouais. immeuble. Mais par contre, ouais, c'est même. Je ne vois plus. Ils auraient pu appeler le film n'importe comment Mhm. autrement. Ça n'a pas. Bah, après, voilà, le film pas sorti, ça se trouve, ça va être pas Mais mal. je vous propose qu'on aille le voir ensemble d'ailleurs, ça peut être drôle. Avec plaisir. Ouais. Ouais. Hein, on va faire ça. Grave. S'ils sont en Groovy. salle ici, ce dont je suis pas sûr. Tu crois pour au le coup. Kinépolis, il y a moyen, Ouais. non? Au Kinépolis, les prix ne sont pas bas. Avec des gros cheats. C'est et tout ça. Donc voilà, bah oui, que dire. Bah, de écoute, plus. je pense Ah si, que- moi j'ai lu quelque chose Ah. justement tout à l'heure par rapport à ce nouveau remake, suite. On présente ça comment Il me semble que j'ai lu que c'était une suite directe Il faut que Ah j'envoie oui. le à dernier la film première pour, trilogie. Ah bon Ah oui. Enfin, à la Mais trilogie, sachant en fait, qu'elle-même n'est originale. jamais véritablement une suite directe Oui, d'elle-même oui, c'est ça. à chaque Déjà, fois, déjà, donc je c'est un trouve peu ça bizarre. compliqué quand même. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Christophe, justement, dans l'article, justement, en toute fin d'article, ils disent apparemment Bruce Campbell ne fera pas de caméo dedans. Donc, comme si systématiquement on devait avoir cette Ouais, ouais. identité. Mais- Comme s'il fallait le Evil Dead. dire Oui, déjà à la c'est ça, base. il le Je précise. pense, Oui. je pense que depuis à partir du moment où dans le 2, Ash devient le personnage iconique qu'il Mhm. est, à un moment donné, Ash est Evil Dead en fait. Je C'est pense ça, en aussi fait, dans la c'est tête ça, de oui. beaucoup de gens. Et s'il est plus dedans, bah. Et s'il est plus dedans et si t'as plus Rémi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Voilà, moi, la question du oui. Evil Dead Rise, à part le titre qu'on lui donne, moi, je veux dire, ça pourrait être n'importe quel film lambda que tu sors, quoi. Ouais. C'est, Nous Et la ferons notre avis. Maintenant, Et, je trouve et l'affiche est vraiment très très moche en plus. L'affiche est Franchement, dégueulasse. Maintenant, je je trouvais vraiment que ça. C'est ça en avait l'air avril que de. ça sort, c'est mi-avril. Oui, avril, oui. Mi-avril. Je trouvais que ça avait pas l'air, en tant que film, ça a pas l'air spécialement immonde non plus. Je trouve qu'il y avait l'air d'avoir quelques plans en termes d'horreur qui ont plutôt l'air de fonctionner. Maintenant, bon, bah, franchement, pourquoi mettre Evil Dead là-dessus? Bon, ça, on saura, Ouais. hein, ça se trouve, Ouais, ça va c'est être très bien, hein, Ouais, mais c'est ça. bon, là, On testera. On testera. on On va doit- tester. il y a Vous plein me de- raconterez. On- Ah, Et tu je vous veux raconte- tu veux pas avec risquer Et je nous. vous non. raconterai la fin de la série. Tu viendras avec nous. Avec Kandarian. Mais merci pour ce bel épisode Merci à vous. consacré Merci à à vous. Evil Dead. On se retrouve bientôt pour la suite et passez une bonne journée, soirée, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Salut!